Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Salut Kevin. Salut François, comment tu vas? Ça va, super, et toi? Bah écoute, la grande forme, prêt pour un nouveau podcast. Super, bah écoutez, bienvenue à tous. Donc pour ceux qui découvrent le podcast, on vous invite tout simplement à aller voir les deux épisodes précédents, en tout cas les deux premiers épisodes, puisqu'on se présente chacun l'un et l'autre dans chacun des épisodes. Donc voilà, si vous prenez le wagon en cours de route, le train en cours de route, je vais y arriver, et bien tout simplement allez voir les deux premiers épisodes. Donc dis-moi, je sais que tu avais quelques petites idées de sujets, alors comme d'hab, on n'a rien préparé du tout. L'idée c'est à chaque fois qu'on se raconte un petit peu, qu'on parle de business, d'entrepreneuriat, et puis de sport, et puis de plein de choses aussi, donc on prépare pas grand chose, l'objectif c'est que ce soit à la cool, donc voilà, donc du coup, je sais que tu m'as dit que tu avais quelques idées de sujets, de thèmes qu'on pouvait aborder ensemble. C'est ça, ouais, on est complètement spontané, il n'y a pas trop de règles. Et donc dans ce podcast, je voulais aborder le sujet des fréquentations, parce que j'en ai parlé, j'ai évoqué le sujet récemment sur mes réseaux. Et donc je disais justement que beaucoup de coachs business, donc tu en fais partie, pour beaucoup de coachs business, la qualité principale d'un entrepreneur, c'est de savoir s'entourer, parce que clairement on ne peut pas être multitâche à 100% et maîtriser toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Et donc je sais que toi, tu as eu cette faculté très jeune, je dirais pas de t'entourer des meilleurs, mais je dirais au moins d'éviter je dirais pas les poisons, parce que c'est un peu, mais d'éviter les personnes, entre guillemets, malveillantes. Je sais que c'est une de tes qualités, et donc j'aimerais savoir d'où ça t'est venu, et comment tu l'as travaillé, comment t'as évolué avec ça, et nous parler un petit peu de comment tu as su toi t'entourer au cours de ton parcours professionnel, par exemple. Ouais, déjà, effectivement, bon, je suis coach business, entre guillemets, un peu malgré moi, parce que moi, à la base, l'objectif, c'est surtout que que j'apporte mes compétences sur la partie vente et marketing. Et effectivement, je suis aussi amené, finalement, à coacher et à parler de l'entourage à mes élèves et à mes clients, parce qu'en fait, effectivement, j'ai fini par me rendre compte que c'était hyper important. Et puis, on en a parlé ensemble tous les deux aussi. L'un et l'autre, nous deux, dans notre aventure entrepreneuriale, effectivement, ça a un impact hyper important. Donc en fait, moi, à la base, je suis pas du tout juste pour préciser, je suis pas du tout coach de développement personnel, etc. Mais c'est vrai que, vu que j'accompagne pas mal de clients qui sont solopreneurs, comme on dit, donc qui entreprennent seuls et qui n'ont pas de salariés, etc., en fait... au quotidien, tout leur entourage personnel a un impact énorme, et toi et moi, on le sait tous les deux, ça a un impact super fort, ne serait-ce que, si un matin tu te lèves, tu dois publier une vidéo et tu t'es engueulé la veille avec ta femme, tout de suite, ton mindset, il va pas être le même que si tu as passé un super week-end avec tes potes et ta femme la veille, etc. Donc c'est vrai que l'entourage a un impact hyper important. Et donc ouais, tu me demandes, donc oui, donc voilà, je suis obligé d'en parler quand même à mes clients, et on est obligé d'en parler ensemble, parce qu'en fait, au bout d'un moment, si tu as les bonnes stratégies de vente et les bonnes stratégies marketing, y a un moment où si tu es tout seul et que tu n'as pas de salarié, tu auras beau avoir les techniques, un petit peu comme en sport, je pense, tu me dis-moi si je me trompe, mais c'est vrai qu'en sport, si tu as la bonne technique et que, je sais pas, toi, t'es pas dans ton assiette, t'es énervé, ou au contraire, t'es stressé, ou t'es déprimé, t'auras beau avoir la bonne technique, tu vas pas faire de la performance, quoi. Donc je pense que c'est un peu pareil en business. Donc donc du coup, je suis un peu obligé d'en parler, et puis c'est comme ça que le sujet il est venu tous les deux, parce qu'effectivement... c'est hyper important. Donc ouais, alors comment ça m'est venu? Le truc, c'est que de base, je suis plutôt solitaire. Je pense que c'est déjà pas le cas de tout le monde, donc déjà c'est plus facile parce que du coup
bah, du coup, tu es beaucoup plus sélectif, alors que quand tu es quelqu'un de plus sociable et qui a besoin d'être entouré, etc., du coup, tu es peut-être un peu moins sélectif, et du coup, tu vas peut-être plus chercher l'effet de groupe, etc. Alors que c'est vrai que j'ai jamais trop recherché ça, étant donné que j'ai toujours aimé être plutôt seul et plutôt tranquille au quotidien. Et j'ai besoin dans ma semaine d'avoir un grand moment où je suis tout seul, et c'est pour ça d'ailleurs qu'entreprendre sur le digital, c'est ça qui est cool, c'est que du coup, tu n'as pas forcément besoin de gérer de l'humain tout de suite, quoi. Tu le vois, toi aussi, on peut automatiser vachement de choses, etc. avec le digital. Et du coup, tu peux déléguer pas mal de choses, encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc, tu n'as pas besoin tout de suite d'avoir plein de salariés qui bossent avec toi. Et du coup, ça t'enlève le côté humain qui peut être un peu relou parfois. Donc, comment ça m'est venu? Je pense que surtout, en fait, je suis assez solitaire. Hein. Je sais pas toi, à la base, si tu es quelqu'un plutôt de solitaire ou pas, mais moi, du coup, c'est ça qui a facilité pas mal les choses. Non, non, moi, je suis justement un petit peu. Ouais, je suis pas très solitaire, j'aime bien le contact avec les gens. Comme on disait dans le podcast précédent, je suis curieux, donc j'aime bien en savoir sur les autres. Mais au final, justement, c'est ce qui parfois peut t'amener à fréquenter des gens qui vont pas forcément dans ton sens, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de couple ou des choses comme ça. Et donc, en fait, je me suis rendu compte, tu parles de la solitude, que c'est vrai qu'on dit que vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est un peu ça, tu vois, parce que forcément, hein, si t'es seul, tu réduis la stat. Hein. Il n'y a pas de. Donc, en tout cas, depuis que j'ai lancé mon business de coaching en ligne avec toi, écoute, je fréquente moins de monde, tout simplement, parce que déjà, j'ai plus mes collègues au boulot, que je suis chez moi, je travaille de chez moi. Donc déjà, là, t'enlèves une bonne partie des fréquentations. Parce qu'en réalité, tu fréquentes ceux avec qui tu travailles, déjà. Tu les vois tous les jours. Donc moi, c'est pas le cas. Et donc voilà, je suis un peu plus seul et ça me va très bien. Donc effectivement, je pense que... Mais ça peut effrayer hein, parfois d'ailleurs. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'arriveraient pas à bosser de... Je sais, enfin, quand j'ai lancé mon entreprise, donc je sais pas, c'était du coup à l'époque, donc c'était... il y a beaucoup il y a beaucoup de potes ou je sais pas toi si tu avais eu la réflexion, mais je sais qu'il y avait plein de gens de mon entourage qui m'avaient dit mais comment tu fais pour bosser tout seul de chez toi? Et en fait c'était avant le Covid, et du coup avant le Covid les gens ils connaissaient pas le télétravail, enfin peu. Ça existait peu le télétravail, et ils étaient là. Du coup, c'était principalement, c'était plutôt des potes d'école de commerce, etc., qui eux, à l'époque, il n'y avait pas forcément de télétravail qui était systématisé comme aujourd'hui dans le salariat, et du coup, ils me demandaient, mais comment tu fais pour bosser tout seul de chez toi? Puis après, on s'est tous retrouvés en télétravail avec le Covid. Ou même toi, tu as une partie de ta formation, je crois que tu as faite en ligne, à distance. Ouais. Donc tout le monde, en fait, s'est vraiment habitué. Et aujourd'hui, du coup, c'est plus du tout... au contraire, c'est même plutôt recherché aujourd'hui, le télétravail, dans les entreprises, j'ai l'impression. Donc c'est vrai qu'à l'époque, c'est marrant, ça faisait plutôt peur. Et aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui est apprécié. Peut-être pas tout le temps. Hein. Moi, je trouve que le juste milieu, c'est quand même 1 ou 2 jours dans la semaine d'être avec une équipe. Toi, c'est ce que tu fais un peu aujourd'hui, puisque tu bosses en club aussi. Ouais. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui aussi. C'est d'être quand même quelques jours par semaine au bureau avec d'autres gens. C'est sympa. Parce que finalement, moi, pendant 5 ans, j'ai fait 100% de travail tout seul à la maison. Ouais. Non, à la fin, c'était lourd. Et puis en plus, quand tu es dans un... tout dépend toujours de la taille de l'appart, quoi. Tu connais, donc, donc effectivement, si t'as pas d'endroit où vraiment bosser à toi, et que en fait l'endroit où tu manges, l'endroit où tu dors et l'endroit où tu travailles c'est le même, y a de quoi devenir fou. Hein. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Bon, après, au début, tu étais en Martinique, je crois, donc tu avais un cadre plutôt C'était sympa, ouais, c'est clair. Martinique, en fait, je bossais peu de chez moi parce qu'à l'époque, du coup, on avait pris une voiture de location qui était une épave absolue. Hein, c'était je sais plus, une vieille 106 ou un truc comme ça. On n'avait pas de thunes, donc on avait loué une voiture, mais vraiment éclatée au sol. Je me souviens qu'on était en montée parfois, et pour freiner en montée, des fois, en fait, t'avais beau mettre le frein à main. Le frein à main en fait n'était pas assez serré, tu pouvais pas le serrer plus, et ça roulait en arrière. On s'est fait 1 ou 2 frayeurs comme ça, de ouf. Et du coup, donc j'avais pris cette voiture-là éclatée, et j'allais prospecter des clubs de remise en forme de Martinique. Et du coup, je bossais peu de chez moi en fait, enfin de chez moi. Déjà, on n'avait pas de chez nous puisqu'on était en location.
enfin on louait des Airbnb, ou je crois que c'était sur Airbnb, ouais. Et du coup, je bossais peu de chez moi, hein, bizarrement, tu vois. Enfin, j'allais me trouver des restos ou des bars ou des cafés où bosser avec mon ordi. Et puis voilà, donc... Non, au début, moi, quand j'ai lancé mon truc, c'était l'époque, tu sais, où on te vendait le truc où c'est génial d'être digital nomade. Ouais. Alors, c'est pas mal, parce que ça a aidé beaucoup de gens, je pense, à passer à l'action. Y compris moi, tu vois, où l'objectif, c'était de bosser au bord d'une piscine. Et puis en fait, rapidement, je pense que les gens ils se sont rendus compte que bosser au bord d'une piscine, bon, c'est chiant, il y a du monde qui passe, t'arrives pas à te concentrer, enfin, c'est n'importe quoi. Donc du coup, je m'éclatais quand même à bosser dans des endroits avec vue, etc. Mais en fait, quand t'as pas, je trouve, je sais pas toi ce que t'en penses, mais j'ai quand même besoin d'avoir le même endroit, le même setup un peu pour bosser tous les jours. Je pense que là-dessus, peut-être que tout le monde pense pas pareil, mais moi j'ai besoin d'avoir mes habitudes de travail et de pas chercher. Je me souviens, des fois, je passais 3 quarts d'heure à chercher un endroit où bosser. Donc je perdais quand même 3 quarts d'heure de ma journée à chercher un endroit sympa où bosser. C'était pas hyper productif. Ouais, non, mais c'est ça, il faut ton cadre en fait. Je pense que il faut ton cadre. Je suivais un influenceur fitness qui parlait de ça. Donc c'était pendant le confinement. Il conseillait aux gens de mettre des lumières spécifiques lors des phases de travail, lors des phases d'entraînement, lors des phases de cuisine. Même il conseillait de mettre une odeur spécifique aussi, donc un petit parfum ou de l'encens, pour justement essayer de juste comment dire, tu sais, séparer les moments. Et, parce que vu que dans le confinement tu restais chez toi, on était assez enfermés, bien c'était pour outrepasser cet enfermement. Et je trouve ça pas mal. Donc ouais, ça rejoint ce que tu dis, il faut ton setup, il te faut des petits trucs. Après, je pense que tout dépend des moyens, tu vois. Moi, si tu me mets un setup à 10 000 euros, je pense que tout bien agencé, je peux être bien partout, tu vois. Avec le bon PC qui va bien, la petite souris, tous les petits rangements, tu mets tout ça dans un sac à dos, je pense que... Mais encore une fois, c'est pas compliqué, hein, je veux dire, c'est compliqué d'être bien. Il faut qu'il y ait du calme. Du calme, il n'y en a pas partout. En général, il y en a nulle part, à part chez toi. Et puis pour créer des contenus, il faut être tout seul aussi, dans un endroit calme aussi, comme tu dis. Si tu dois créer du contenu, tu peux pas faire ça dans un resto, quoi. Ouais, bibliothèque, j'ai essayé. De créer du contenu dans une bibliothèque, non, de bosser dans la bibliothèque, ouais. Ouais, de créer du contenu dans la bibliothèque. Ah, mais oui, mais pas enregistré, tu tournais pas les vidéos. Non, mais tu sais, au contraire, tu peux avoir des inspirations, tu sais, tu vas voir, je sais pas, moi, tu mets une meuf passer, un truc, ça va te... Les bibliothèques, tu te souviens, à une période, je faisais la tournée des bibliothèques, parce que t'avais pas les mêmes horaires d'ouverture, donc selon l'heure à laquelle je me réveillais, j'allais dans différentes bibliothèques. Ouais, non, les bibliothèques, je pense que c'est marrant que tu me parles de ça, ça me rend un peu, enfin pas nostalgique, parce que du coup, là, je suis carrément mieux pour bosser aujourd'hui, mais c'est vrai que ça me rappelle une époque, quoi. Cette époque où j'allais à la Part-Dieu, à Lyon, là. Putain, ouais. Bah là, pour le coup, la Part-Dieu à Lyon, déjà, t'as 2 problématiques, c'est est-ce que je vais avoir de la place ? Ouais. Et puis deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un SDF qui va venir te demander de l'argent pendant que tu bosses? Tu sais, t'avais toujours ces mecs qui se trimballaient avec des énormes caddies je sais pas si tu vois, dans l'accueil de la bibliothèque. Il y a toujours un mec ou deux qui avait un énorme caddie rempli d'affaires. Mais en fait, il venait pour écouter de la musique, tu vois, pour consulter des trucs. D'accord, ah non, j'ai pas connu ça. Non, t'as pas connu? Ah bah ouais, mais comme tu dis, c'est des sources d'inspiration aussi, pas des sources d'inspiration, mais c'est de l'observation aussi, c'est marrant. C'est un petit coup de pied au cul quand même, ça te dit, bon, écoute, tu vas pas finir comme ça, mec. No way, c'est pas possible. Mais du coup, on s'est écarté, mais pour revenir aux fréquentations, c'est vrai que c'est hyper important parce que tout simplement, tu vas partager tes amis, tu vas partager ou ta famille d'ailleurs, tu vas partager des passions communes avec ces gens-là. Donc si déjà la passion qui te réunit, c'est une passion qui est pas forcément productive, une passion productive ou pas, déjà ça va tout déterminer parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Si t'as des copains d'apéro, c'est bien, mais du coup, si c'est que des copains d'apéro, en fait, dès que tu vas les voir, tu vas picoler, du coup. Donc, si toi, ton objectif de vie à ce moment-là, c'est de profiter, certes, mais de construire des trucs, tu vas pas pouvoir les voir pour construire ces trucs. Donc, dès que tu vas construire quelque chose, tu vas plus pouvoir les voir aussi souvent qu'avant. Et, forcément, ça crée des petites frictions, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est s'entourer. Mais alors, je dirais quand même, il faut hiérarchiser parce que
les gens qui t'entourent n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Ils veulent pas tous être autonomes, ils veulent pas tous bien gagner leur vie. Bon, c'est normal ça. Donc je dirais qu'il faut hiérarchiser, mais je pense que, tu me diras ce que tu en penses après, mais la première qualité de quelqu'un que tu dois fréquenter, et donc forcément ton conjoint ou ta conjointe en premier, c'est qu'elle croit en toi. Qu'elle croit en toi, que ceux qui t'entourent croient en toi, peu importe qu'ils aient les mêmes objectifs que toi, peu importe qu'ils soient cons ou intelligents ou qui partagent les mêmes passions, déjà qu'ils croient en toi. Et ensuite, forcément, par passion, t'élargis un petit peu. Effectivement, si l'autre, sa passion, c'est de se teaser la gueule tous les week-ends, bon, c'est compliqué parce que ça va... Ouais, qu'il y ait de la bienveillance, quoi. Qu'il y ait de la bienveillance... En premier, de la bienveillance. En premier... Ah ouais, parce que... Pour moi, il faut que tu évolues avec des gens qui te soufflent dans le dos, en fait. Tu peux pas évoluer avec des gens qui te mettent des bâtons dans les roues. C'est pas possible. Et il y en a, malgré eux, ils le font. Hein. Il y en a, malgré eux, ils le font. C'est vrai que maintenant, je suis... Ouais, complètement. Ah oui, t'as raison. Il y en a, ils n'ont pas conscience qu'ils le font, c'est pas volontaire, quoi. C'est vraiment inconscient, quoi. Puis j'ai fait partie de ces gens-là aussi. Hein. J'ai fait partie de ces gens-là qui mettaient dans... en fait, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce que tu traînes avec des gens... qui ont des... qui ont des vices, entre guillemets. Et tu t'entrevisses, en fait. Et au final, ça dessert à tout le monde. Donc, voilà. Il faut faire le tri. Là maintenant moi c'est même plus un effort de faire le tri, c'est à dire que franchement dès que tu me connais dès que je détecte un truc dès que je détecte justement ce que tu dis, c'est-à-dire dès qu'il y a de la malveillance, quoi, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire n'importe quelle connerie, en fait c'est plus la malveillance. Je suis allergique mais vraiment à ça, c'est un truc c'est tout de suite c'est mort, quoi. C'est si la personne, je sens qu'elle me veut pas enfin tu vois qu'elle est alors il y a un peu il y a soit jalousie, soit je sais pas c'est quoi les termes, mais méchanceté. Méchanceté, ouais, là encore pire. Mais même juste jalousie ou, ouais, comme tu dis, aigri, quoi. Quelqu'un d'aigri qui... Ouais, non, c'est compliqué, quoi. Après, parfois, je sais que ça peut arriver quand t'es un peu en dépression ou que t'es pas bien, ça peut arriver à tout le monde Mais je pense que c'est pas parce que toi, t'es pas bien que tu dois forcément, du coup... tu dois cadrer, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis pas bien, ok, mais je vais pas déteindre sur les autres et je vais pas étaler mon malheur, tu vois, en essayant de nuire à quelqu'un, quoi. Et de toute façon, les gens qui font du mal et qui se sentent bien quand ils font du mal, qui font le mal, entre guillemets, ce sont clairement des gens qui sont pas bien dans leur peau. Je pense. Ah oui, c'est clair. Tu n'es pas mauvais. Personne n'est mauvais. Enfin, je pense pas. Donc, je pense que si quelqu'un fait le mal autour de lui et éprouve du plaisir à le faire, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu vois, il y a une faille. Et en réalité, quand tu creuses un peu chez ces gens-là, il y a toujours des antécédents familiaux, il y a toujours des trucs bizarres. Et, c'est dommage parce que ça gâche. C'est clair. Et après, le plus dur, c'est que du coup, si on a tous peur un peu de la solitude, alors sauf si on est un peu solitaire de base, mais effectivement, après, le plus dur, c'est de couper les ponts. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont du mal à le faire, et puis moi le premier, et puis tout le monde a déjà eu du mal peut-être à couper les ponts avec quelqu'un, etc. C'est pas facile parce que du coup tu te dis mais j'ai peur de me retrouver seul, j'ai peur de pas retrouver de potes, j'ai peur de pas retrouver tu vois, de personnes qui remplacent et du coup c'est pas facile, c'est pas toujours... Je pense que aussi dans les gens qui s'entourent mal, c'est des gens qui osent pas aussi couper les ponts. Ouais. Qui ont peur, qui ont pas confiance en eux, qui se disent je vais pas retrouver quelqu'un, alors qu'au contraire, pareil, on a déjà parlé ensemble, mais quand tu coupes les ponts, tu laisses la place aussi à d'autres amis qui vont rentrer dans le cercle, entre guillemets, quoi. Exactement, ouais, c'est ça. Faut avoir c'est du courage aussi, c'est du courage et tu peux pas prendre ce genre de décision si t'as pas un minimum de confiance en toi. Ça c'est clair. Il faut être sachant qu'en plus aujourd'hui tu as les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire que moi je sais que toutes les périodes où j'étais vraiment très très seul, parce qu'aujourd'hui je me suis quand même bien depuis une dizaine d'années reconstruit un cercle social, mais il y a toute une période où j'avais vraiment franchement j'avais pas d'amis, quoi. J'étais vraiment il y a vraiment une grosse période moi où pour le coup j'étais vraiment trop solitaire pour le coup, et trop parce qu'à mon avis aussi je dégageais pas quelque chose de positif et j'étais pas bien dans ma peau, comme tu dis, donc ça se voyait, donc ça donnait pas envie non plus, et puis moi j'avais pas envie non plus et du coup
toute cette période-là, je me suis quand même, t'as quand même les réseaux sociaux où tu peux aller consulter des contenus et te créer pas des amis du coup, mais tu vas te créer des mentors un peu virtuels. Et ça, je trouve que c'est important aussi, c'est-à-dire que tes sources d'informations aujourd'hui, tu les as sur YouTube. Tu peux te trouver des modèles sur YouTube, tu peux te trouver des modèles sur Internet. Tu peux aussi te payer l'accompagnement d'un mentor quand on parle de business. Et du coup, ça, c'est quand même génial parce qu'avant, je pense que si tu n'avais pas tes amis et ton réseau autour de toi pour te tirer vers le haut, enfin, si tu n'avais pas eu la chance de naître dans le bon réseau, tu n'avais personne qui te tirait vers le haut, alors qu'aujourd'hui, tu as quand même... je sais pas, hein, tu veux te mettre au sport de combat, tu peux trouver 2 ou 3 mentors qui ont une bonne personnalité que tu kiffes et tu vas les suivre. Je sais pas, aujourd'hui, tu as Greg MMA, tu vois, par exemple, sur YouTube. Le mec est sympa. Je dis pas que ça remplace un ami, mais ça te fait un mentor. Tu suis son parcours, etc. Tu suis ses valeurs, son modèle, son humour, etc. Tu t'intéresses, je sais pas, à la politique, pareil. Tu t'intéresses au sport, au sport, au business, etc. Tu vas trouver différents mentors. Et finalement, le contenu que tu consommes toute la semaine sur YouTube, ça aussi, je trouve, ça fait partie de ton entourage, quoi. Parce qu'au final, si dans ta journée, tu consommes 2 heures de contenu de Cyril... Par exemple, tu consommes 2 heures de Cyril Hanouna. Bon, tu vas avoir 2 heures d'amitié avec Cyril Hanouna où tu vas discuter avec Cyril Hanouna. Bon, c'est lui qui va parler, pas toi, mais du coup, c'est comme si tu te faisais un pote qui s'appelle Cyril Hanouna et tu le regardes, je sais pas, imaginons que tu regardes TPMP tous les jours. Tu vas avoir dans ta semaine 8 heures. Je fais une image, hein, c'est un peu une image que je fais, mais tu vas quand même passer 8 heures avec Cyril Hanouna, quoi, et avec son équipe. Donc tu vas te créer un groupe de copains, le groupe de copains de Cyril Hanouna, tu vas faire partie de ce truc, tu vas regarder l'émission 8 heures par semaine, et ça fait partie un peu de ton cercle, pas social du coup, mais voilà, ça fait partie. C'est des fréquentations, c'est ce qui rend. C'est des fréquentations. C'est des signaux que tu prends, c'est ce que tu écoutes, c'est ce que tu mets dans ton cerveau. Je sais plus qui disait que lire, je crois, 3 ouvrages d'un auteur, c'était passer... je sais pas combien de temps avec lui, exactement. En semaine, je crois. C'était passé, je sais pas moi, 3-4 semaines avec lui. Putain, c'est exactement ça. C'est ça. Complètement. Ouais, le lire aussi. Oui, je suis bête, je parle des réseaux sociaux. Ouais, alors, c'est vrai. Oui, alors dans ce cas-là, si tu dis que la lecture c'est pareil, ça veut dire qu'effectivement, c'est pas un phénomène récent. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont solitaires, qui en fait ont beaucoup lu parce que ça leur servait aussi de. Pas d'amis virtuels, mais entre guillemets, voilà, tu vis au... Mais ça, c'est ton côté intellectuel, ça. Ouais, carrément. Je pense que c'est clairement ça. C'est vrai que... parce que il faut être assez serein, quand même, pour se dire, oui, je vais fréquenter des gens avec qui je pourrais pas avoir d'interaction. Tu comprends pas? Bah, tu veux dire juste une posture d'écoute, et toi, tu vas pas pouvoir parler, quoi. C'est un peu ça, Voilà. T'es un peu passif, entre guillemets, dans l'histoire, quoi. Ouais. Oui, mais du coup, il vaut mieux écouter quelqu'un qui te dit des trucs sensés que d'échanger avec un mongol. Bah, la phrase géniale, moi, qu'on a déjà parlé, je crois, peut-être dans le premier ou le deuxième épisode, c'est de toujours être le plus con de la pièce. Ça, c'est génial, quoi. Donc, mais alors, ouais, les livres, moi, ça me fait pas ça, parce que pour le coup, le livre, tu vois pas vraiment la personnalité du gars, alors que sur YouTube, tu vas voir le visage du mec, tu vas le voir fait déconner, tu vas le voir parler sérieusement. Je sais pas, je trouve que tu as plus de... Enfin, moi, en tout cas, je consomme beaucoup de contenu YouTube, podcast, etc. Alors que des livres, j'en consomme beaucoup moins parce que justement, je vois moins la personnalité des gens dedans. Après, je sais pas, peut-être que ça dépend des livres, hein, mais... Non, mais je pense que tu as raison, parce qu'en plus, un livre, avant d'être publié, bon voilà, il y a des recoupes, c'est pire qu'un montage. Oui, exactement, ouais, c'est ça, en fait, t'as raison. C'est du gros montage, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est du gros montage, bien découpé, bien filtré. Alors que là, c'est vrai que sur YouTube, c'est plus spontané. Ouais. Et tu peux plus, du coup, t'identifier. Exactement. Parce que ça paraît toujours parfait, ce qui est écrit dans les livres. Tu vois, une orthographe parfaite. C'est bien synthétisé pour la plupart. Et puis ça revient à avoir un pote avec qui tu corresponds que par mail, quoi. C'est-à-dire, le mec, tu le verras jamais de ta vie. Tu lui parles par mail, en fait. Enfin, il te parle par mail, du coup, par écrit, quoi. Ouais, non, c'est... Mais du coup, je trouve que ça fait partie de l'entourage, quoi, clairement. Mais bien sûr, moi, absolument. Je veux dire, et en fait, c'est génial parce que ça veut dire que tu te contentes pas de ton réseau, quoi. Moi, je pense que on est tous avec... comment dire, j'aime bien comparer avec le poker, tu sais, tu pioches des cartes au début, bon, bah, il y en a qui naissent avec une paire d'as, d'autres avec une paire de 2, puis entre les deux, tu as plein de combinaisons possibles. Bah, tu nais avec ton réseau,
Et si tu te contentes de ce réseau-là et des potes, des potes de tes potes, de ta famille, etc., c'est quand même vachement limité. Alors que si tu vas sur YouTube, si tu vas écouter des podcasts, tu vas investir dans des formations, des mentorats, etc., ou voilà, du coaching de toutes sortes, bah, tu vas sortir de ton réseau et tu vas vraiment te créer un nouveau réseau, en quelque sorte, et des nouvelles connaissances. Et en plus, maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de formations ou de coaching où tu peux avoir des rencontres en présentiel, des meet-up, des choses comme ça. T'en avais fait un l'an dernier d'ailleurs, toi, pour les élèves de ton programme. T'avais un meet-up, t'avais fait un meet-up dans un club. On va le refaire, là, je vais on va le refaire en janvier. Moi, chaque année, je participe à des séminaires de business, etc. Donc pareil, il y a des gens que je revois d'une année sur l'autre. On se suit un peu sur les réseaux, etc. Et mine de rien, c'est des sources d'inspiration. Donc ouais, j'élargirais ta question. Ouais, en fait, il faut pas se contenter des potes et des potes de tes potes, parce qu'en plus, tu es limité à ta classe sociale, parce que tu vas pas te faire des potes qui ont rien à voir avec toi en termes de centre d'intérêt, alors que sur YouTube, tu vas pouvoir aller voir des contenus hyper différents, quoi. Voilà, ne subis pas tes fréquentations, fais-toi tes fréquentations, gère, tu décides toi avec qui tu veux passer ton temps, le temps est précieux. Donc, comme tu dis, on peut très bien se créer ses fréquentations et même si il n'y a pas un échange dans la relation, c'est de toute façon. Et puis en plus, ensuite, ça construit ta mentalité, ça construit ton état d'esprit et tu vas pouvoir ensuite le détecter. Cet état d'esprit-là, tu vas pouvoir le détecter chez les gens que tu vas rencontrer. Parce que forcément, si vous suivez les mêmes contenus, ça va matcher direct. T'as les mêmes références, donc, les mêmes expressions. T'as les mêmes références et puis voilà. Et c'est comme ça que tu rencontres d'autres gens et que c'est comme ça que tu te crées tes fréquentations. Exact. Ouais. Et puis mine de rien, quand tu investis, je sais pas, je prends ton programme de coaching en ligne ou toi, un coach sportif, toi tu prends un accompagnement business, mine de rien, tu vas passer du temps avec le formateur, avec le coach. Et là, pour le coup, c'est en plus du temps où le coach, le formateur, il est en plus rémunéré, donc il est en plus dans une logique vraiment professionnelle où il doit t'apporter quelque chose, il est payé pour le faire. Là, pour le coup, tu sors vraiment de ton réseau et tu vas investir dans des... tu vas non seulement te créer du réseau, parce que mine de rien, le formateur, le coach, tu vas l'intégrer à ton réseau, tu vas l'intégrer dans ton esprit comme un exemple sur ce sujet-là ou ce sujet-là. Et en plus, tu vas passer peut-être, je sais pas moi, de 3, 4 à 10, 12, 20 heures de discussion avec lui, que ce soit par WhatsApp, que ce soit en visio, selon le format des programmes, etc. Et du coup, là pour le coup, tu as en plus un contenu qui est individualisé pour toi. Pour le coup, toi, tu peux parler, parce que pour le coup, quand toi, tes élèves sont en visio avec toi, ils peuvent te parler. Donc, c'est plus seulement toi qui donnes du contenu, mais eux, ils peuvent te parler. Moi, pareil, les coachs sportifs, je parle avec eux, ils me parlent, etc. Donc là, pour le coup, tu es vraiment dans une vraie interaction sociale. Donc, pour le coup, là, quand tu investis, je trouve, dans une formation ou dans du coaching, t'intègres vraiment une nouvelle personne à ton réseau et en plus une personne que tu considères comme compétente sur tel ou tel sujet. Et c'est pourquoi, là pour le coup, à chaque fois, on reparle un peu des formats que nous on propose en tant qu'entrepreneur, mais moi je suis désolé, depuis des années maintenant, j'investis chaque année et je fais rentrer une nouvelle personne dans mon réseau, que ce soit un formateur en marketing, que ce soit un formateur sur tel ou tel sujet, un coach sportif, etc. Aujourd'hui, je connais peut-être 6, 7, 8 coachs sportifs que j'ai intégrés à mon réseau qui m'ont appris chacun des choses en sport, en nutrition, etc., en business pareil. Et finalement, quand tu investis sur ces choses-là, tu rentres des nouvelles personnes dans ton réseau. Et là, tu sors vraiment de ton réseau de base, quoi. Et par exemple, c'est intéressant de savoir comment tu fais. Tu regardes plusieurs contenus ou alors juste au coup de cœur, tu peux solliciter une personne. Comment tu veux dire, comment choisir une formation, un comment coach, tu l'as choisi, comment tu peux savoir que tu peux avoir confiance en l'autre. Je te retournerai à la question après. Moi, qu'est-ce que je regarde? Je regarde beaucoup la personnalité du gars. Tu vois, par exemple, je connais quelqu'un qui a pris un accompagnement immobilier, ou même toi, t'en as pris une formation immobilière, et je sais que la personne qui a pris un accompagnement immobilier, une formation sur l'immobilier, je supporte pas la personnalité du gars, quoi. Alors que elle, ça lui l'a plu parfaitement et ça l'a formé, etc. Alors que moi, franchement, je peux pas. Je sais pas, j'ai un problème. Tu vois, la personnalité, elle matche pas. Donc moi vraiment la personnalité de la personne, la personnalité du coup du formateur ou du coach va vraiment être importante pour moi. Ouais. Franchement, la personnalité, c'est le premier truc que je regarde. Et toi, du coup, c'est quoi que tu regardes en premier aussi?
Ouais, je regarderais plus la compétence et après la personnalité. Mais là, étant donné que j'ai pris la formation immobilière avec ma conjointe, bah, elle, c'était plus sur la personnalité, moi, c'était plus sur la compétence. Au final, on s'est bien entendu. Ouais, je dirais un peu des deux, ouais, personnalité, compétence. De toute façon, l'un va pas sans l'autre. Mais de toute façon, oui, il faut que ça matche, quoi. Faut qu'il te plaise, quoi, c'est tout. Comment tu fais pour... Et lui, j'ai envie de travailler avec lui. Parce qu'après, la question, c'est comment tu fais pour voir qu'il est compétent, vu que c'est un sujet que tu connais pas toi-même. Tu fais appel à... Alors oui. Du coup, c'est compliqué. Tu regardes, ouais, tu regardes les avis, tu le suis. Du coup, ce que je fais, c'est que nous, on l'a su avant de choisir quel formateur on allait prendre. On en a suivi plusieurs sur les réseaux, sur YouTube, etc. On a consommé les contenus. Puis, on a bien vu qu'il y en a un qui se démarquait, pour nous en tout cas. Et ensuite, on a posé la question à des membres, plusieurs abonnés de ce même formateur. Et en fait, à chaque fois, on avait des bons retours. Donc, c'est des mecs qui n'avaient pas laissé des avis. Donc, si tu veux, là, les avis ne peuvent pas être trafiqués. Donc, en fait, quand tu prends au hasard des gens, je crois qu'on a posé la question à une dizaine d'abonnés. Et en fait, sur les 10 abonnés, il y en a 3-4 qui ont répondu. Et sur les 3-4 qui ont répondu, ils étaient quasi tous à dire ouais, c'est un mec super, sa formation m'a beaucoup apporté, etc. etc. Donc, voilà, on a tranché là-dessus. Mais avant d'investir, bien sûr, il faut être sûr. Et donc, pour être sûr, c'est ça, comment t'appelles ça? Benchmark. Tu benchmark, ouais, exactement. Ouais, complètement. Tu regardes tout ce qui se fait et puis tu choisis en fonction de plusieurs critères que t'as choisi, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est dur. Il y a un moment où tu dois faire confiance, forcément, parce que de toute façon, tu sais jamais totalement ce que tu vas acheter non plus, hein, donc de toute façon, tu as toujours une part de confiance. Mais ouais, c'est marrant, toi. Donc, ouais, par exemple, toi, tu fais partie de... Enfin, tu te dis, tiens, il y a peut-être des avis qui sont trafiqués. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette histoire d'avis trafiqués, parce que, à la limite, moi, quand t'as que 4-5 avis sur un truc, bon, oui, là, je sais qu'ils sont trafiqués. Mais quand tu as 150 avis et que quand tu lis les avis, tu vois vraiment que c'est des vrais profils. Aujourd'hui, des avis Facebook ou des avis Google, tu peux cliquer sur les profils et voir si c'est des vraies personnes, etc. Je sais pas, ça me paraît compliqué à truquer, quoi. Non, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu peux payer une célébrité pour qu'elle commente et qu'elle interagisse avec tes contenus. S'il y a trop de... Oui, c'est un influenceur, quoi. Tu payes un influenceur pour... Mais c'est une personne. Tu peux pas payer 150... Enfin, tu peux payer 150 avis, mais il y a un moment où les avis, ils sont bidons, quoi. Tu le vois. Ouais, mais bon, regarde, c'est le cas... comment il s'appelait, là, le mongol avec son trident... Babor l'éléphant, il avait parlé de lui. Comment il s'appelle? Oui. Oui. Enfin, cheveux longs, barbu, machin. Oui, je sais plus le nom. Alors lui, attends, c'était quoi le... Non, lui, il a acheté des abonnés, mais ça, à la limite, tu le vois aussi parce que tu vas voir les followers, et puis tu te dis, le mec, il a 1,5 million d'abonnés, mais il a que 10 likes par publication, tu sais que c'est du fake. Mais je crois pas qu'il y avait de l'achat d'avis d'avis positifs. D'avis de Michigan. Je sais pas. Oui, David Michigan, ouais. Après, sur un site internet, quand des avis sont affichés, là, je veux bien, je suis d'accord. Après, tu as les avis Google, là, tu peux voir les profils des personnes. Sur Facebook, tu peux voir les profils aussi des personnes. Et puis, tu as un truc qui est pas mal maintenant qui s'appelle avis vérifié. Enfin, tu en as plusieurs, des sociétés comme ça. Et c'est des sociétés... en fait, toi, en tant qu'entrepreneur, tu payes cette société, je sais pas combien tu payes d'ailleurs, pour qu'elle questionne tes clients. Et en fait, du coup, c'est des sociétés, alors ça s'appelle Avis Vérifié, puis tu en as 2-3 autres. C'est quand même des sociétés, des tiers de confiance entre toi et le consommateur. Et du coup, c'est pas toi qui poses tes questions au client et qui demande est-ce que le client est content de ta prestation, c'est la société qui pose la question. Et du coup, c'est censé être plus transparent. Mais moi, franchement, j'ai pas ce souci-là. Après, quand je suis sur un site internet, je suis d'accord avec toi. Tu vas voir si l'avis, s'il y a des avis partout, etc. Même des vidéos, parfois, tu sens que c'est fake. Mais par contre, des avis Google et Facebook, je trouve ça très, très dur à moi, traiter, je pense que tout est trucable si tu mets la thune. Je pense que tout est trucable. Maintenant, on n'a pas fait ça parce qu'on avait vraiment peur des faux avis. On a fait ça surtout parce qu'on voulait s'impliquer, tout simplement. En fait, c'est une... Oui, tu veux te donner toutes les garanties de pas acheter un truc qui... une première démarche d'engagement. Avant même de commencer le premier module de la formation d'un tel ou un tel,
eh bien, ton premier travail, c'est celui-ci. C'est d'aller faire ta petite enquête, tout simplement. Et je trouve que c'est vachement simple, en fait. Parce que, en fait, tout le monde, là, du jour au lendemain, là, je peux acheter une formation pour apprendre l'anglais demain, matin, si je veux, et ne jamais l'ouvrir. Ou la faire 3 heures et c'est tout. Alors que si je me suis cassé le crâne pour aller chercher des avis, pour benchmarker, pour être sûr que c'est la bonne formation, déjà, tu sais, t'enracines plus ta discipline, tu comprends? Et là, depuis qu'on a acheté cette formation, je sais que 3 à 4 heures par semaine, on y est dessus. Et depuis 6 semaines, je crois, comme ça. Donc, c'était une manière de s'engager, tu vois? Ah ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Je trouve que les deux démarches sont bien, mais à mon avis, il faut les deux démarches. Parce qu'en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que je vais te prendre un exemple. J'ai investi il y a 2 ans, tu sais, dans un mentorat avec un entrepreneur très cher. Un mentorat super cher, parce que du coup, tu passes du temps avec un mec qui, quand même, et depuis. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'il est dans le métier. Donc il a une expertise de 20 ans. C'est un des rares à avoir cette expertise de 20 ans. Et du coup, j'avais payé quand même très très cher. Très clairement, j'avais très très peu de garantie quand je l'ai acheté. Par contre, je me suis dit, je sais plus, c'était 12 heures passées avec lui ou un truc comme ça. Je me suis dit, dans tous les cas, non seulement en plus je vais avoir son contact perso, donc ça veut dire que toute ma vie derrière je vais avoir son contact perso, tu vois, pour lui parler, mais en plus je sais que ça fait, alors c'est vrai que lui c'est différent parce que ça fait 20 ans que tu sais qu'il est dans le game sur le digital, le marketing digital, etc. Il y a très peu de personnes qui sont là depuis aussi longtemps, donc c'est vrai que peut-être que moi mon critère de confiance numéro 1 c'était ça. Mais tout ça pour dire par contre que j'avais zéro avis, tu vois, il y avait de l'avis sur sa société de façon générale, mais sur ce produit-là, ce service-là qu'il proposait en particulier, j'avais vraiment zéro garantie. Et j'y suis vraiment allé en mode... et puis surtout, bah voilà, j'ai fait un prêt clairement pour acheter le truc. Je me suis mis vraiment en risque sur ce sujet-là, et je pense qu'il y a très peu de gens qui auraient pris ce risque-là au niveau où j'étais, etc. Je sais qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore rentabilisé, pour te dire. Hein. Je pense que ça fait 2 ans que je l'ai pris. Je ne l'ai pas encore rentabilisé en termes purement financiers. Mais par contre, en termes de compétences, je l'ai clairement déjà rentabilisé largement. Et puis surtout, c'est quelqu'un que j'ai dans mon réseau, qui me connaît, j'ai pu discuter avec lui, il a son propre réseau à lui, etc. Je l'ai vu, je l'ai rencontré en présentiel à Paris, on a passé une demi-journée ensemble, etc. Machin. Je vais te dire un truc, même, je pense que peut-être, je sais pas si ça l'a surpris, mais sur la demi-journée, je pense qu'il y a peut-être 1h30 où on n'a même pas parlé de mon business. J'ai fait en sorte de parler, mais de complètement autre chose. Et moi, ce que je voulais plus, c'était qu'ils voient les valeurs que j'avais et qu'ils voient que, tu vois, que j'étais... comment dire, qu'il y a une vraie connexion. Voilà. J'ai fait en sorte surtout qu'il y ait une vraie connexion pour plus tard, voilà. Et puis parce que c'est un challenge de voir quelqu'un qui a réussi dans un domaine où toi, tu aimerais bien réussir d'autres encore plus. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté... j'ai pas trop benchmarké pour le coup. Mais bon, il y a tout son marketing aussi, peut-être qu'il a fait le boulot, son ancienneté, etc. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a aussi une part où il faut à un moment faire confiance, quoi. Parce que les gens qui veulent pas se former, qui veulent pas se faire coacher, c'est aussi des gens, je trouve, je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est des gens, ils font pas confiance, quoi. Ils ont toujours peur. Ah, si je sors ma CB, j'achète un truc, oh là là, c'est pas un produit physique purement défini, donc je vais me faire arnaquer. Bah non, en gros, en fait, comme on disait tout à l'heure, déjà, t'achètes quelqu'un, tu rajoutes quelqu'un dans ton réseau, qui lui-même a son réseau. Et puis, il y a un moment, voilà, t'as beau trouver ça peut-être cher, etc. C'est pas. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi accepter de lâcher un peu prise et faire confiance et se dire que la personne, elle va dans tous les cas t'apporter beaucoup parce que c'est un niveau. Je sais pas, toi, tes élèves, par exemple, je pense que, voilà, clairement, on en parlait l'autre jour, tu leur apportes énormément sur l'aspect nutrition, sur l'aspect sportif, technique, etc., sur le mindset aussi. Je veux dire. Aujourd'hui, tu as une garantie quand même quand tu achètes le truc, c'est tu vas apprendre, quoi. Donc il faut vraiment faire confiance et aussi faire confiance à ceux qui viennent de se lancer, quoi. Parce que clairement, effectivement, toi et moi, par exemple, on n'a pas 20 ans d'entrepreneuriat derrière nous, mais peut-être que quelqu'un qui vient de se lancer récemment, il a cette fraîcheur et ce dynamisme aussi qu'un ancien ne va pas lui apporter,
quelqu'un, par exemple, je veux dire, quelqu'un qui est depuis 20 ans dans le métier, il a délégué, il a beaucoup de salariés, il a beaucoup de process, etc. Donc tu vas peut-être pas être au contact du formateur ou du coach, tu vas être avec ses salariés, tu vas pas avoir la même qualité que quelqu'un qui vient de se lancer, où tu vas être en direct avec lui. Je sais pas, moi, si je reviens te voir dans 20 ans, dans 10 ans, tu vois, tu auras peut-être une armée de coachs qui bosseront pour toi. C'est pas avec toi que je vais me faire coacher, mais avec un de tes coachs. Pour autant, tu auras mis en place des choses pour que ce soit qualitatif, mais... Ah, c'est ça, oui. Donc, ouais, il faut faire confiance aussi au nouveau, quoi. Oui, oui, les coachs, le coach avec qui tu travailleras, effectivement, il aura bénéficié de toute ton ancienneté, de tout ton background, de mon background, et donc forcément, en vrai, tu te feras coacher par ricochet, par moi. Mais voilà. Complètement. Mais vu que moi j'achète beaucoup la personnalité du gars aussi, du coup j'ai besoin quand même d'être au contact. Même ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je rebondis là-dessus. Là, j'ai des élèves. Voilà, on est en lien maintenant à vie, entre guillemets, hein, ils ont mon contact. Là, j'ai des anciens élèves de mon programme avec lequel, que j'accompagne plus, mais qui, de temps en temps, m'envoient des nouvelles, me souhaitent la bonne année. C'est vraiment une relation qu'on a créée, me pose des questions, auxquelles je réponds, mais gracieusement et avec plaisir. Donc, t'as totalement raison, c'est juste faire confiance. Mais il faut que, voilà, faire confiance, de toute façon, faut pas vivre dans la peur, faut accepter, voilà, se lâcher prise, quoi. Faut accepter de déléguer quand il faut et où il faut. Typiquement, un coach sportif qui se lance et qui veut être un peu plus, qui veut bien vivre de son travail, et donc en ligne, forcément, tu rajoutes de la qualité à ta vie quand tu es à distance et que tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent, eh bien, il faut c'est un pari à prendre, il faut investir en soi à un moment donné. Et tu dois te former dans la vente, dans le marketing, c'est juste la base en fait. Sinon, comment tu veux vendre? Après, il y en a qui ont sans doute la vente innée, hein. Ouais, t'en as qui ont vraiment... Mais j'aime bien d'ailleurs définir ces profils-là. T'en as qui ont, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils sont très très forts. Mais toi, tu fais partie d'un de ces profils. Tiens, regarde, tu vois, je fais des petits profiling. T'as celui qui est nul en vente, mais par contre, il va être hyper créatif sur les réseaux sociaux très rapidement, et parce que depuis le début, il est fort sur les réseaux. T'en as à l'inverse, ils sont excellents, ils ont un gros bagou en présentiel, mais par contre, dès qu'il s'agit des réseaux sociaux, ils sont complètement perdus. Et puis, t'as ceux, globalement, qui sont très à l'aise en présentiel, mais par contre, sur le digital, c'est pas possible, ils n'y arrivent pas, ils ont une allergie, donc du coup, il va falloir dépasser toutes ces barrières-là, et je suis là pour le faire. Et puis, de l'autre côté, tu as ceux qui sont plutôt très calés en digital, mais par contre, dès qu'ils vont être au contact du client, ça va être bégaiement sur bégaiement, et donc, voilà, ces différents profils-là. J'imagine que toi, d'ailleurs, ça m'intéresse, tiens, quand tu prends effectivement quelqu'un dans ton accompagnement, est-ce que tu as fait est-ce que tu as là assez de recul pour avoir des profils un petit peu, tu as le mec qui va être très très rigoureux, par contre je sais pas, il va être très à l'écoute de ce que tu dis, mais il va avoir une technique vraiment pourrie. Tu as au contraire ceux qui ont une très bonne technique et qui ont un talent, ils apprennent vite, mais par contre ils vont jamais écouter ce que tu dis. Oui, est-ce que tu as un peu des ça profils hein. Parfois ça va ensemble, parfois pas. Donc parfois oui, il y en a qui vont percuter très vite, en fait, qui vont écouter tout de suite, qui vont comprendre, qui vont bien repérer leur corps dans l'espace, et donc en une phrase, ils vont te faire le mouvement parfaitement. Mais par contre, en contrepartie, qui vont pas être assez disciplinés, qui vont pas s'entraîner quand il faut, qui vont pas suivre tes conseils à la lettre. Et puis t'en as d'autres qui sont un peu moins, qui percutent un peu moins, qui sont un peu moins vifs, par contre qui sont extrêmement disciplinés. Et donc, mais si tu veux, je pense qu'il faut être moyen partout. Il faut, alors c'est sûr que si t'es full dans tous les domaines, si tu percutes ce que ton coach te dit, si tu arrives à repérer ton corps dans l'espace, et qu'en plus t'es discipliné, ben voilà, c'est la voie royale, quoi. Mais ouais, depuis 2 ans et demi que je fais ça, oui, là, je commence à établir des petits profils. En général, je le vois au premier appel bilan. C'est clair, tu le vois directement, le truc. Je le vois direct. Ouais, bien sûr. Là, j'ai un mec c'est marrant que t'en parles parce que j'ai un mec qui est parfait, il est discipliné de ouf sur la diète. Et en général, c'est ça, hein. Les mecs sont très bons à l'entraînement. Parce que c'est une partie qui, voilà, tu fais ça 3 fois dans la semaine. La bouffe, c'est genre 3 fois par jour. Donc, forcément, la discipline, le plus haut niveau de discipline, il est dans la diète.
Et en fait, la plupart du temps, ça pêche dans la diète. Bon, là, lui, en l'occurrence, la diète se passe très bien. Par contre, le mec, ça fait 3 semaines qu'il s'entraîne pas, tu vois. Et je vois, et ça marche. Au début, ça marche parce qu'il suffit que tu sois en déficit calorique pour perdre la graisse. Et le mec perd du poids, tout doucement, et il est conforme à ce que je lui dis, et il suit le protocole à la lettre. Par contre, le mec s'entraîne plus. Et je lui ai dit, bon, écoute, à un moment, il va falloir stimuler tes muscles. Bon, voilà, faut lui expliquer, faut machin. Mais tout ça, ça se passe en séance de bilan avec moi chaque semaine. C'est pour ça que c'est très important de garder le lien chaque semaine. Au début, je le faisais pas. Je suis revenu là-dessus. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je fais ça. Quand tu dis garder le lien, tu veux dire quoi? Quand tu dis garder le lien, tu veux dire quoi? Continuer de s'appeler ou en visio? Ok. Un lien hebdomadaire. En tout cas, je vois que pour le coaching sportif, c'est trop important parce que ça permet de remettre les pendules à l'heure, de remettre les points sur les i, d'expliquer des incompréhensions. Et je pense que ça fait partie du process que j'optimise en fait de semaine en semaine dans mon accompagnement. Au début, je faisais pas ça, des appels bilan hebdomadaires. Et maintenant, je le fais. Et depuis que je le fais, en fait, il y a une vraie plus-value en fait. Et je vois que mes élèves sont, parce qu'il y en a qui parfois, en fait, ils perdent la discipline, mais tu le vois pas forcément. Quand t'es à distance et que tu fais pas des séances bilan et que tu vois pas les mecs, tu vois. Là, tu les vois. Ça veut dire que tu vois leur mine, tu vois s'ils ont la pêche, tu vois s'ils ont le moral, tu vois si. Et moi, c'est ça que je prends beaucoup. Je pense que j'ai cette capacité à capter le non-verbal des gens sans pour autant l'interpréter littéralement, tu vois, mais juste je le sens. Et ensuite, j'établis un portrait de ce que je vois en face de moi. Et donc, ensuite, j'adapte tout de suite. Tu vois. Je vois très bien quand il y a un mec qui fait preuve d'un manque de bonne volonté. Tu vois. Je le vois maintenant. Je l'entends même. Mais par contre, pour ça, surtout à distance, c'est super important pour moi en tout cas, là dans mon accompagnement, de garder ce lien. Mais ça me fait rebondir sur un point, c'est que il y a beaucoup d'entrepreneurs et donc pas seulement de coachs sportifs indépendants. Avant de lancer un service ou un produit, ils vont effectivement réfléchir pendant des années ou des mois à quel est le produit parfait, quel est le service parfait, etc., etc. Et du coup, ils vont jamais se lancer en fait. C'est peut-être ceux qui écoutent déjà beaucoup de contenu entrepreneuriat, ils connaissent un peu ce truc-là, mais peut-être ceux qui connaissent un peu moins vont peut-être découvrir ce concept qui est de vouloir toujours avant de se lancer, préparer quelque chose de parfait. Et du coup, en fait, finalement, ils se lancent jamais. C'est un prétexte qui se trouve pour pas se lancer. Alors qu'en fait, aujourd'hui, encore plus quand tu lances un accompagnement en ligne, donc là, en l'occurrence, du coaching sportif en ligne, c'est une fois que tu lances le truc, que tu prends tes premiers clients, que tu vas créer ton produit au fur et à mesure en fonction des retours de tes clients, etc., etc. Et donc, toi, tu arrives avec ce que tu as en tête et tu te dis, bon, pour moi, le bon programme, ce serait ça, ou moi, en tant que formateur marketing, je me dis, tiens, ça, ils ont besoin de le savoir, ça, ils ont besoin de le savoir. Mais aujourd'hui, ça fait 6 ans que je fais ça, depuis 6 ans, je continue aujourd'hui encore d'optimiser ce que je leur apprends, comment je l'apprends, etc. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu as des clients, tu as des personnalités différentes, etc. Et du coup, tu vas vraiment optimiser l'expérience client au fur et à mesure. Et c'est pas possible de le faire quand tu n'as pas de clients, en fait. Quand tu n'as pas de clients, tu peux pas le faire ça. Donc en fait, alors je sais plus, comment ça s'appelle, c'est vendre avant de ah zut, il y a une expression anglaise, je l'ai plus. Vendre pour apprendre, un truc comme ça. Ouais. Ça me reviendra, je le dirai dans un autre épisode. C'est d'abord tu vends quelque chose d'imparfait et ensuite tu construis. Ça revient à, avant de monter un resto, invite les gens à manger chez toi. Tu leur fais des plats, tu testes, tu vois comment ça se passe. Et puis ensuite, tu fais payer des gens pour ça. Et puis ensuite, petit à petit, tu construis un resto, etc. etc., etc. Mais c'est rassurant. Je sais pourquoi les gens font ça. Les gens font ça, et je l'ai vécu, et tu l'as vécu au début, je pense. Parce que c'est rassurant de se cacher derrière des faux problèmes. Parce que ça comble, en fait. Ça comble ta peur du vide. Et le vrai vide en entrepreneuriat, c'est faire du business. Donc, avoir des clients. Donc, générer du chiffre. Et donc, moi, au début, ma plus grande peur, une fausse peur, c'était de ne pas arriver à faire ma comptabilité. Donc, je m'étais acheté 2-3 bouquins de comptabilité que j'ai jamais ouverts. Ah oui, c'est vrai. Que j'ai jamais ouvert. Ça me revient maintenant. Oui, c'est vrai. Que j'ai plutôt ouvert, j'ai feuilleté, mais je comprenais même pas ce que je lisais. Parce qu'en réalité, je voulais pas résoudre un problème. Mais je voulais en cacher un vrai. Ouais, et du coup, et en fait, et ça pour le coup, c'est mon père qui me l'a fait réaliser.
sans faire exprès, je pense. Bon, parce qu'il a été chef d'entreprise, etc. Et c'était au tout début, avant que je me lance, donc avant que tu m'accompagnes. Et il m'avait dit, mais Kevin, n'aie pas peur de ta compta, etc. Hein. Il m'avait dit, trouve des clients et ça va venir le reste. Ça va venir, t'inquiète pas. Moi, j'avais peur, je me rappelle, je lui disais, mais comment je vais faire pour mes fiches de... mes factures, etc. Comment je vais faire pour tenir un Excel, pour faire mes... Donc déjà, il m'a dit, premièrement, d'abord, tu trouves tes clients, parce que sans clients, tu pourras même pas le faire. Et ensuite, il m'a dit, quand ça marchera bien, tu auras un mec qui va se servir d'eux, qui va t'aider pour ça, donc un comptable, etc. Mais bien sûr. Ça, c'est marrant. Alors ça, c'est marrant parce que pour le coup, là, la comptabilité, c'est le dernier truc auquel j'ai pensé, parce que bon, tu sais, je sais pas si tu le sais, mais moi, pendant ma scolarité, la compta, j'ai toujours eu 3 de moyenne, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment le truc, les tableaux comptables, etc. C'est vraiment le dernier truc qui me saoulait le plus possible. Il y a un autre profil dans le même type, c'est le profil qui regarde beaucoup l'aspect législatif. C'est, alors, quel statut je prends, comment je déclare, comment je crée mon truc, etc. Il faut le savoir évidemment, mais bon, clairement, en un tuto YouTube, tu trouves les infos. Mais tu as des gens, vraiment, ça va être le blocage. Et comme tu dis, ça en cache un autre, quoi. Et en fait, c'est là où moi je kiffe mon métier, c'est qu'en fait, le vrai blocage à la fin, il est je sais pas vendre, en fait. C'est juste je sais pas vendre et je sais pas avoir des clients. Donc, je vais me trouver plein de trucs avant ça pour. Et je pense qu'en sport, tu dois avoir le même truc. Qui va être non mais moi j'ose pas faire du sport, j'ai peur le sport, j'ai peur de me blesser ou je sais pas, enfin tu vas avoir plein de barrières comme ça qui sont mais j'ai pas l'équipement, mais j'ai pas j'ai pas l'équipement. Les mecs qui vont te faire un OJ du feu de Dieu, mais ils vont pas s'en servir. ouais. Ou ils vont mal s'en servir. Et là je suis sûr qu'en écoutant ça il y a énormément de gens qui vont se reconnaître des deux côtés, parce que pareil, la micro-entreprise, etc. Je me faisais des nœuds au cerveau, tu vois. Je mettais ça vraiment en premier. Et après, donc, deuxième palier, après mon père, c'est toi. Tu m'as dit, non mais Kevin, moi ma compta, bon voilà. Bah déjà, quand t'es auto-entrepreneur, la compta, j'ai envie de te dire, bon, c'est vite fait, quoi. Non, parce que encore t'as une grande entreprise, etc. Oui, effectivement, tu dois... Mais bon, le cœur du bail, c'est de vendre ton putain de service. C'est clair. Non, c'est clair. T'as d'autres barrières aussi après. T'as la barrière du digital aujourd'hui, clairement, où j'ai jamais utilisé Internet. Enfin, pas Internet, mais les réseaux sociaux. J'ai jamais publié sur les réseaux sociaux. C'est des gens d'un certain âge, non, déjà. Pas tant, hein. Franchement, oui. Je te jure, t'as des gars de notre âge. J'ai des trentenaires là en accompagnement, des coachs sportifs qui ont 30 ans. C'est juste, c'est pas leur délire, quoi. Et en fait. Généralement, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est souvent parce qu'ils ont préféré, tu vois, faire des trucs smart. En fait, ils ont préféré, du coup, faire du sport. Donc, ils vont être compétents en sport. Ils ont préféré bouquiner, tu vois, etc. Donc, c'est pas forcément. Du coup, ils sont très compétents. Mais il y a cette barrière du digital, etc. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance là-dessus parce qu'ayant fait des études commerciales, j'ai pas du tout eu de soucis sur l'aspect vente. Au contraire, moi, je suis allé très très rapidement vers la vente et sur le fait de trouver des clients. Et ce qui fait qu'à côté, il y a 2-3 autres trucs où par contre, j'ai dû vraiment là en 6 ans, j'ai dû me sortir les doigts pour monter en compétences, notamment l'aspect design, tu connais. Là pour le coup, moi, le côté design, c'était vraiment pas ça, c'était pas du tout ce qui m'intéressait et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, c'était ton CV, quoi, clairement ton CV sur Internet, sur les réseaux, il faut que ce soit au minimum propre, qu'il y ait au minimum un code couleur et que, sans aller chercher à payer quelqu'un 5 000 € pour faire un site Internet, ce qui pareil, alors ça pareil, oui, ça c'est le grand truc, le coach sportif qui me dit, j'ai investi 5 000 €, j'ai un super site Internet, mais là ça fait 6 mois, il n'y a personne qui vient dessus, oui, clairement, c'est pas un bon investissement. T'as celui aussi qui, malheureusement du coup, j'ai eu un élève qui avait... tourner un programme en ligne de coaching sportif en ligne entier, en vidéo. Il avait fait appel à un journaliste, un caméraman, etc. Donc, il avait payé une petite fortune pour filmer l'ensemble de son programme. Donc, il avait un programme monté, ficelé, magnifique. Mais évidemment, pas de clients parce que pour le coup, il lui restait plus un rond pour investir sur sa communication. Et j'ai même envie de dire, je pense que son programme n'était pas totalement adapté à ce que veulent les gens, etc. Donc, parce qu'il n'avait pas pris le temps, pardon je te coupe, mais il n'avait pas pris le temps de se faire la main en fait, et d'optimiser contrat après contrat. Ce qu'on fait nous deux, ce que toi tu fais depuis 6 ans et ce que je fais depuis 3 ans.
C'est ça. T'arrives avec un produit rigide et tu dis je veux que les gens ils achètent ça, alors que non, tu vas voir les gens, demande-leur ce qu'ils veulent et ensuite tu construis. Il faut accepter de pas être parfait en fait. Je crois que c'est toi aussi qui m'avait pas mal aidé quand tu m'avais dit ça au début quand même, et que je vais répéter là, qui va sans doute en aider plusieurs. Les gars, si vous apportez 10% de savoir en plus à votre client, c'est bon quoi. Vous avez fait votre taf. Rien que 10%. Et de toute façon, même dans les 10%, le mec il va en retenir quoi, 5%, enfin 3%. Ça m'a aidé, tu vois. Je me suis dit ok, tranquille, ça m'a aidé à briser un peu ce syndrome de l'imposteur aussi. Je me suis dit ok, cool, je vais déjà leur apporter ce que je sais, voilà, sans prétendre être parfait. Encore aujourd'hui, je prétends pas être parfait, mais forcément que là je suis bien mieux qu'il y a 3 ans. Je vois mes élèves ont de meilleurs résultats, il y a beaucoup moins d'abandon, c'est que des petites optimisations, il faut se faire là-dedans quoi. Et c'est ce que tu disais, voilà, faut d'abord inviter les gens chez soi, faire à manger et ensuite ouvrir un resto. Exactement. Et en plus, quand tu t'es lancé il y a pas longtemps, comment dire, si tu attends d'avoir énormément d'expérience pour te lancer et lancer ton service, encore plus dans l'accompagnement, comme on fait, accompagnement business ou sportif, si tu attends trop, tu vas être vraiment déconnecté des débutants en fait. Donc ce qui est bien aussi quand tu te lances, c'est que t'as pas une grosse expérience. Donc aujourd'hui, si tu as 20 ans, 22 ans, même 30 ans, que tu n'as pas 15 ans d'expérience dans un secteur, il faut te lancer quand même, parce que du coup tu vas aussi être plus proche des débutants, dans le sens où tu vas mieux comprendre leur blocage, parce que c'est moins loin pour toi. Quand tu as, je pense, 50 ans d'expérience, 30 ans d'expérience sur un secteur, tu te rappelles plus que ça d'être débutant, quoi. Aujourd'hui, si tu demandes, je pense à... C'est pour ça qu'on en a parlé une fois... Non, c'est pas avec toi, pardon, j'en parlais avec mon cousin. Tu as beaucoup de professionnels de la boxe, d'anciens boxeurs professionnels. Moi, je trouve qu'ils sont nuls en tant que coach. Si, on en a parlé ensemble, dans un des 2 premiers épisodes. Et voilà, parce qu'en fait, il se rappelle plus de ce que c'est que d'être débutant, il se rappelle plus de ce que c'est de pas comprendre tel ou tel mouvement, etc. Et du coup, au contraire, un coach de boxe débutant qui a, je sais pas, 20 ans, 22 ans, 25 ans, qui est en pleine carrière professionnelle, il sait très bien quels sont les blocages que tu vas traverser. Donc en fait, à chaque période, je trouve que tu as quelque chose à apporter de différent. Quand ça fait 40 ans que tu es dans le métier, tu vas apporter de ton expertise, ton expérience, et quand tu es un peu plus jeune dans le métier, tu vas apporter de ta fraîcheur, tu vas apporter des nouvelles idées, tu vas aussi être plus peut-être casse-cou, donc tu vas peut-être plus tenter des trucs, et voilà, donc les deux, je trouve, ont des choses à apporter différentes. Ouais, c'est ça, c'est se faire la main, et c'est pareil pour les réseaux. Alors voilà, donc petite anecdote qui étaye un petit peu ma transition armée coach sportif. Je savais qu'à un moment donné, il fallait que je m'expose sur les réseaux. Je savais très bien, et pourtant j'avais aucune compétence. J'avais un petit compte Instagram, voilà quoi, lambda, tout ce qu'il y a de plus random. Et je me disais, va quand même falloir que je m'expose sur les réseaux pour vendre mon service. Tu vois, j'avais déjà conscience de ça, bien avant. Et c'était en même temps que je commençais à lire des livres. Bon, tous ceux qui ont écouté le 2e podcast le savent. J'en parle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon compte privé et j'ai commencé à publier des contenus, des stories, donc en recopiant tout simplement. On réinvente jamais la roue. Donc, j'ai vu ce qui se faisait, j'ai vu ce que tu faisais aussi. Rappelle-toi, c'était à l'époque où tu étais en Martinique. Donc voilà, et donc je regardais ce que tu faisais, Qu'est-ce que je faisais du coup? C'était quoi des lives? À l'époque, c'était quoi? Live Facebook sur un groupe? Non. Ah, story, ok. Alors à l'époque, oui, je regardais ça, mais j'ai plus regardé tes stories et tes lives professionnels quand j'ai quitté l'armée vraiment et que j'étais en formation. Là, je te parle que quand j'étais encore à l'armée, je crois pas que tu t'étais vraiment lancé encore tout de suite dans les lives et les publications professionnelles, quoique peut-être c'était en même temps, mais je sais que tu partageais beaucoup, et je pense que tu l'as aussi fait pour ça, sur ton compte privé. Tu sais, tu postais des stories de tes vacances, tu postais... Bon, voilà, oui, j'avais créé une story permanente, effectivement, sur mon compte perso Instagram, où je m'étais dit, ça servira d'archive
Un jour, tu regarderas ces premières stories où tu lances ta boîte et là, ça arrive de temps en temps de ça. Je te rappelle, j'avais un ordi, mon ordi, je crois, l'ordi avec lequel je me suis lancé avait coûté 200 €. Le truc ramait. Et je vois de temps en temps, Instagram me repropose des anciennes stories où je vois cet ordi minable. Je vais péter. Ça t'a pris la patience, en vrai. Non, mais ça, c'est Ah oui, non, mais complètement. Donc, pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, du coup, ce que tu as fait, en fait, si je comprends bien, c'est que tu t'es mis en non répertorié, tu t'es mis ton compte en privé et tu t'es mis à créer du contenu. J'ai mis mon compte en public. J'avais mon compte privé random. Ah, et tu l'as mis en public. Tout le monde a. Et je l'avais déjà en public. J'ai juste publié ma vie. Ah, ok. Donc d'abord, t'as pris ton compte perso. Non, ça m'intéresse, voilà. C'est intéressant. D'accord, donc c'est un exercice où tu te dis, je vais déjà parler de ma vie perso et partager des choses, et ensuite je le ferai pour le pro. J'ai brisé, et puis de toute façon, parce que tu sais, t'as peur, tu veux pas publier. Alors si en plus t'as peur avec le syndrome de l'imposteur, laisse tomber. Et du coup, ce que j'ai fait, et je suis plutôt très fier de moi, c'est que j'ai mis les mains dans le cambouis dès le début, parce que si j'avais pas fait ça, parce que du coup, je l'ai fait sur 2 ans. Et sur 2 ans, bah, tu prends des idées. Tu crées un automatisme, tu vois. Et donc sur 2 ans, et puis je l'ai fait, moi j'étais serein, j'avais ma paye, j'ai eu sur 2 ans ma paye de l'armée, et même pendant ma reconversion. Donc si tu veux, je faisais ça en loisir, mais je savais que ça allait me servir. Et alors je savais pas ça. À l'heure d'aujourd'hui, je refais de le faire, parce que regarde où j'en suis maintenant sur Instagram. Je comprends mieux. Non, mais je comprends mieux pourquoi, tu sais, je parlais au dernier épisode de ta créativité, je trouve, sur Instagram. Enfin, en tout cas, plutôt de la rapidité avec laquelle tu as été créatif sur Instagram. Ouais, mais du coup, je comprends mieux pourquoi. D'accord. Parce que moi, pour le coup, quand je me suis lancé, les réseaux sociaux, ça avait jamais été mon truc. Aujourd'hui, je vois des stories perso que je faisais en 2017-2018, le cadrage est horrible, tout est horrible, quoi. Il y a rien qui va. Enfin, c'est immonde, quoi. Mais pareil. Moi, j'ai un souvenir quand même que toi, tout de suite, t'avais un peu plus les codes, tu vois. Je pense que j'étais moins branché que toi, quand même, de base. En 2017. Ah, peut-être. Non, on était au même niveau pendant 2017. C'est juste que, ensuite, bah, pareil, tu vois, l'entourage. Ensuite, je me suis rapproché de personnes qui avaient des comptes sophistiqués, qui avaient les codes, justement. Et je me suis imprégné de ces codes. Et je les ai fait un peu à ma sauce, tu vois. Parce que, et il y a un autre truc, juste que je finis là-dessus pour développer cette idée, c'est on réinvente pas la roue. On réinvente pas la roue. Arrêtez de croire que tout le monde est original à mort. On s'inspire tous. On s'inspire tous. Parce qu'il y a un mec qui m'a dit ça, un coach là, du studio dans lequel je travaille. Il m'a dit, moi j'ai peur de publier sur les réseaux parce qu'en fait tout a été fait. Mais ça fait des centaines d'années que tout a été fait, mec. Ouais, non mais c'est comme les mecs qui disent je veux pas lancer mon club parce qu'il y a déjà trop de clubs. Tu sais, j'ai fait un reel aujourd'hui là-dessus, un short là-dessus aujourd'hui. C'est les mecs qui pensent que le marché est saturé, quoi. Il faut arrêter avec ça, quoi. Mais j'avais stylé aussi. Enfin, bref. Rappelle-toi. Oui, c'est clair. Bah en fait, à force de, t'as tellement un peu le syndrome de l'imposteur, tu dis qu'est-ce que je vais apporter au marché de plus que les autres. Et en fait, ce que tu apportes, c'est ta personnalité. En fait, les gens, ils n'achètent pas ton produit, ils achètent ta personnalité. Et ta personnalité, personne d'autre l'a. Donc, en fait, déjà, le marché n'est pas saturé parce que tant qu'il y a une nouvelle personnalité qui peut apporter justement une personnalité différente, le marché ne sera jamais saturé, peu importe dans quoi d'ailleurs. Mais ça me permet de rebondir. En plus, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de créer du contenu parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais les shorts là d'1 minute. Mais moi, quand je me suis lancé, il fallait faire des lives. En fait, à chaque période, tu as les algorithmes qui mettent en valeur certains trucs, quoi. Et t'as une époque, il suffisait que tu publies une vidéo YouTube et tout de suite, tu avais des vues. C'était tout de suite très intéressant. Instagram aussi, etc. Il y a une époque, tu postais des photos sur Instagram et ça pouvait faire le buzz, entre guillemets. Une époque, c'était Facebook, etc. Et à un moment, tu as eu... moi, quand je me suis lancé, c'était la période où les lives Facebook, tout de suite, boum, tu avais tous tes contacts qui voyaient le truc, plus ça s'étendait vachement. Et il suffisait que tu aies 2-3 personnes qui like et l'algorithme, bam, montrait ton live à plein de monde. Et après que tu as eu en plus le groupe Facebook, donc tu combinais le live plus le groupe Facebook, tu avais une visibilité qui était géniale. En plus, le live avait un côté spontané que les gens aimaient bien. Peut-être qu'aujourd'hui, tu retrouves plus ça sur Twitch ou sur d'autres plateformes. Et c'est quand même compliqué de te lancer en faisant des lives, etc. Rappelle-toi, tu as fait l'exercice, c'est super dur. Alors que là, aujourd'hui, tu fais pour être visible et créer ta notoriété, tu dois faire des vidéos d'1 minute.
Format vertical, t'as pas besoin d'appareil photo, tu fais ça avec un téléphone. Alors oui, clairement, il faut faire un peu de montage, les petits sous-titres c'est bien, etc. Mais t'as des applis gratuites pour le faire. Oui. Je trouve que c'est quand même... du coup, t'as plus de monde qui fait des shorts que de monde qui faisait des lives Facebook, mais c'est quand même plus accessible. Et je trouve que là-dessus, ils ont plutôt géré. Alors je sais pas, c'est TikTok du coup qui est arrivé avec le format, si je dis pas de conneries. C'est plutôt une très bonne idée parce que ça aide tous les créateurs à se lancer. Je veux dire, faire une vidéo d'1 minute format vertical, ça aide. Enfin, voilà, je trouve que c'est quand même plus accessible que de voir tout de suite faire une vidéo YouTube montée. Je regardais hier je sais pas si t'as vu, il y a Thibaut InShape qui est passé dans l'émission Zen, là, tu sais, c'est une émission qui passe sur Twitch et qui est rediffusée après sur YouTube. Bref, t'avais cette émission d'1h30 avec Thibaut InShape et il disait que ça m'a impressionné quand il s'est lancé, le mec, il faisait 3 vidéos YouTube par semaine. Ouais. 3 vidéos YouTube par semaine. Et les mecs lui disent mais aujourd'hui on voit que tu fais 3 shorts par semaine, c'est pas trop compliqué. Il est là non mais les gars en fait 3 shorts par semaine, moi je faisais 3 vidéos YouTube montées par semaine en fait. Donc et Thibaut InShape qui aujourd'hui 11 millions d'abonnés, il est arrivé comme ça en faisant 3 vidéos YouTube montées par semaine. Donc aujourd'hui je trouve que t'as plus trop d'excuses de la création de contenu parce que tu crées une vidéo d'1 minute de façon régulière, tu te mets l'autodiscipline et ça va quoi. Ouais, il me fait penser, Thibaut InShape, à Sam Sulek. Je sais pas si tu vois, c'est un influenceur body bien connu. Et lui, pareil, c'est un monstre de productivité. Alors après, il faut voir s'il le produit, mais bon, il est dans sa voiture, il met sa caméra, il parle à sa voiture, il parle à sa caméra. Et le mec, pareil, c'est du 3-4 vidéos par semaine. Tu sais qu'un de mes shorts qui avait le mieux marché, j'étais dans ma voiture. Ça m'a rapporté le plus de vues, je crois, et ça m'avait rapporté 2-3 clients derrière. Dans ma voiture, filmer le truc. Ouais, mais ça marche pas mal, hein. Je vais peut-être m'acheter une voiture en fait. Non, mais je veux pas lancer de business parce que j'ai pas de voiture, je peux pas créer de contenu. Pas tout de suite. Allez, arrête, sors ta zone là, c'est bon. Là. C'est fou, hein. Il y en a qui s'y mettent, hein, il y en a qui essayent un petit peu. Parce qu'on connaît tous, moi je connais là, même des gens que je fréquente, des professionnels du sport qui sont ultra compétents, mais qui ont pas le courage en fait de s'exposer quoi. Parce que c'est ça, c'est la peur de pas être aimé, c'est la peur de qu'on valide pas ton contenu. Et en fait là, à l'heure actuelle, tous les deux, on est totalement hermétiques au fait qu'on ait des likes ou pas. Hein. Moi, je veux dire, tu publies, c'est de la discipline pure et dure. Mais c'est dur quand même, parce que tu cherches l'approbation quand même. Donc moi, je vais quand même voir, tu vois. Et là, vu que t'as les petits metrics, mais exactement, Vanity Metrics. Putain, tu sais que dans ma tête, depuis 1 minute, j'étais là, comment ça s'appelle déjà? Vanity Metrics, exactement. Et les coachs sportifs que j'accompagne, je leur fais toujours l'image de vos élèves que vous accompagnez pour de la remise en forme. Et eux, ils vont regarder le poids sur la balance. Et vous êtes les premiers à leur dire, putain, mais le poids sur la balance, on s'en fout. Ce qu'il faut regarder, si tu veux perdre du poids, c'est peut-être plus prendre tes mesures, c'est peut-être plus le taux de masse grasse, etc. Enfin bref, je te laisserai dire là-dessus. Mais c'est de la merde, le poids sur la balance, on s'en fout, quoi. À un moment, on s'en fout, c'est pas prioritaire en tout cas de regarder ça, c'est pas l'indicateur de performance qu'il faut regarder en priorité. Mais de la même façon, quand tu publies sur les réseaux, regarder le nombre de likes et de vues n'est pas du tout l'indicateur de priorité, quoi. À moins que tu veuilles devenir influenceur, mais si tu veux faire du business, tu vas regarder d'autres facteurs. Tu vas regarder si des gens t'ont contacté suite à ce contenu, est-ce que des gens ont laissé leur mail, est-ce que des gens ont réservé un appel avec toi, est-ce que des gens ont acheté ton produit. Ça, c'est un vrai indicateur de performance, quoi. Tu t'en fous des likes, etc. Machin, tu t'en fous pas totalement parce que c'est ce qui va aider ta vidéo à être de plus en plus vue. Mais c'est pas l'indicateur à regarder en premier. Et voilà, malheureusement, on est tous là à regarder en premier, quoi. Oui, voilà, c'est comme tu disais, le poids sur la balance. Bon, voilà, c'est comme la charge qui augmente, tu vois. Bon, typiquement, pour faire une transformation physique, oui, il faut regarder le poids sur la balance pour voir si tu perds du poids et si tu es bien en déficit calorique. Maintenant, si tu prends du muscle, c'est pas parce que tes charges elles montent. En général, je dis plutôt à mes élèves d'ailleurs qu'on s'en bat les couilles de la charge, hein, parce que les mecs sont obnubilés par augmenter la charge. Et en fait, voilà. La charge augmente, l'amplitude elle diminue. Donc si tu veux, non mais c'est vrai. Là, mais j'ai eu le coup d'un mec. À la fin, c'est plus un squat, quoi. À la fin, c'est un petit plissement de jambes et Kevin, j'ai fait 100 kilos. Ouais, super. Voilà, record personnel, plus 10 kilos. Je dis, ok, vas-y, allez, envoie-moi la vidéo de ton squat. Je regarde le truc. Il manque 15 degrés. Putain,
Enfin, moi, ça me fait penser aux mecs qui font des boosts de publication Instagram. Ils me disent, ouais, j'ai mis 20 euros, j'ai eu 20 000 vues sur ma vidéo. Ah, ok, super. Okay. Et en termes de chiffre d'affaires? Ah non, non, non. Bah non, non, non. Pourquoi? C'est l'objectif? Bah ouais, peut-être. Mais oui, oui, putain. Oh, les gars. Ouais, bah, c'est vrai que depuis que j'ai lancé mon Insta, bah, tu m'as jamais dit de faire ça, donc je l'ai jamais fait. J'ai jamais payé, j'ai jamais de faire quoi? Des publications. Ah, de payer les boosts de publication? Non, 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 non. Non, non, non. T'as aujourd'hui des stratégies pour faire de la publicité, mais c'est beaucoup plus compliqué que des boosts de publication. C'est comment, j'essaie de trouver une comparaison, mais c'est des stratégies d'A/B testing où en fait tu vas tester des images, des vidéos, des textes, et en fait tu donnes tout ça à Facebook, Instagram, et Facebook, Instagram va diffuser ça de partout et va tester l'algorithme. C'est un peu de l'intelligence artificielle d'ailleurs. C'est l'algorithme va tester des images, des photos, des vidéos. Et la publicité Facebook, Instagram fonctionne comme ça. Donc le boost de publication, le problème c'est que toi tu te dis tiens, cette photo ou cette vidéo c'est la meilleure, je vais la booster, et le texte qu'il y a dessous c'est le meilleur, je booste ça. Donc tu donnes une pièce à Facebook, Instagram, eux ils vont tester juste ce truc-là. Il suffit que ce truc-là ne fonctionne pas. Et derrière, du coup, tu n'as aucun résultat, tu as mis 10 balles, 20 balles dans le vent. Par contre, Facebook, Instagram, eux, ils sont contents, ils se sont fait un peu plus d'argent. Donc ça c'est le premier truc, c'est que pour vraiment faire de la publicité Facebook, Instagram, tu as d'autres stratégies, enfin tu as une seule stratégie et c'est pas du tout le boost de publication. Et le deuxième point, c'est que quand tu fais de la publicité, il faut toujours renvoyer vers un site internet. Je veux dire, aujourd'hui, si tu mets juste en avant une photo, une vidéo ou un texte, ça va pas te rapporter d'argent. Bah voilà, un appel à l'action, il faut renvoyer vers quelque chose, il faut que... voilà. Et du coup, quand tu fais de la publicité, tu vas plutôt chercher des prospects froids, enfin quand tu débutes en tout cas. Tu vas plutôt viser des gens que tu connais pas, donc tu veux pas tout de suite leur demander d'acheter ton produit. Et généralement, la grosse erreur, c'est tiens, je mets une belle photo, un beau texte, à la fin je mets contactez-moi pour prendre mon programme ou contactez-moi pour du personal training. Et tout de suite, le mec se dit tiens, je vais mettre un boost et du coup les gens vont acheter. Mais non, parce qu'en fait, tu vas trop vite en besogne. Tu te dis que la personne qui te connaît pas, en 5 minutes, elle va passer de je connais pas Kevin par exemple. En 5 minutes, tiens, je connais pas Kevin, et puis en 5 minutes, la personne va se dire tiens, le texte est sympa, allez, j'achète. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais acheter son programme. Ah, c'est pas Kiwi, là. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça exactement. Donc, c'est un prospect froid, il faut qu'il devienne tiède, qu'il devienne chaud. Donc, pour ça, tu vas lui envoyer du contenu régulier, etc. Et ça s'appelle le marketing, donc c'est tout un apprentissage. Donc, boost de publication. Après, j'imagine qu'en fonction du budget de tes élèves, tu vois, si le mec il a 10 000 balles à mettre dans de la pub, pourquoi pas. Mais c'est encore une fois, c'est une question de priorité, quoi. C'est une priorité. J'ai deux profils aujourd'hui. Tu as le profil du mec qui se lance et qui veut pas investir, enfin, qui a pas de thune en fait. Donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que même si tu n'as pas de thune, tu peux te lancer quand tu fais. Toi, je suis désolé, toi par exemple, tu n'as pas investi du tout dans ta communication en termes de budget, quoi. Je veux dire, tu n'as pas fait appel à, je sais pas moi, un designer, un montage vidéo, etc. où tu l'as fait, mais à la marge, quoi. Tu as fait pour une vidéo, une image par-ci par-là, tu as fait 2-3 trucs, mais tu n'as pas investi 10 000 euros dans ta communication pour te lancer. Non, tu es parti entre guillemets de zéro, moi aussi. Donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que tu peux te lancer en partant de zéro et sur le digital, en publiant régulièrement, etc., tu vas réussir à te créer une communauté et puis à faire du business. Et puis deuxième stratégie, j'ai effectivement des gens qui arrivent avec un budget. Le club où tu travailles actuellement, par exemple, qui est à Lyon, dans le 6e typiquement, il est arrivé, il avait son club à lancer, son studio, enfin c'est un petit club de remise en forme haut de gamme qu'il voulait lancer. Il avait tel budget à allouer à la communication, donc on a réparti ensemble les budgets, et il y a une partie de ce budget qui effectivement est partie sur de la publicité Facebook, Instagram, dans l'optique que ça ramène des prospects pour des séances d'essai transformées ensuite en abonnement, et dans le but que tout ça soit rentable. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'aujourd'hui tu peux suivre les statistiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu investis dans la publicité, pour 1 euro dépensé, tu sais combien ça te rapporte de mails, combien ça te rapporte de vues, combien ça te rapporte de chiffre d'affaires. Ça fait un peu Big Brother, mais tout est traqué, quoi. Tu peux tout savoir. Donc ça, c'est super cool, mais c'est pas obligatoire, quoi. Encore une fois, dans un premier temps, c'est pas du tout obligatoire de passer par là. Si tu veux te lancer sans aucun budget pub, c'est jouable aujourd'hui largement. Donc, et en plus, comme on disait, du coup, pour reprendre le fil, des vidéos d'1 minute, c'est quand même accessible. Il faut du montage, ça reste dur parce que au début tu fais pas de vues et il faut persévérer, etc. C'est comme en sport, quand tu débutes, tu n'as pas tout de suite les résultats que tu veux, voilà, c'est ça. Tu as la phase où tu as 0 résultat. La phase où tu as 0 résultat, la pente elle est ascendante. Bien sûr. Au début tu vois rien.
Il y a quoi? Tiens, ça serait marrant de réfléchir. Dans quel travail, dans quel objectif on a des résultats instantanés? Ouais, immédiatement. Des résultats instantanés. Dans un truc, alors attention, il faut que tu me trouves un truc qui a de la valeur. Un truc qui a de la valeur où tu as des résultats instantanés. Chercher l'or, chercheur d'or. Chercheur d'or, ouais. Bah non, tu vas devoir faire toute la phase de recherche, etc. Non, mais par contre, en marketing, tu appelles ça la barrière à l'entrée. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé. Tu sais, tu as un marché, donc l'offre et la demande qui se rencontrent. Et pour rentrer sur ce marché et proposer quelque chose, donc je sais pas, t'es coach sportif, tu veux proposer du coaching sportif, t'es restaurateur, tu veux ouvrir un resto. Pour rentrer sur un marché, tu as des barrières, ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. Donc par exemple, pour être médecin, il faut avoir fait médecine. Pour être dentiste, il faut avoir fait médecine, puis passer le diplôme de dentisterie, etc. Pour être coach sportif, aujourd'hui en France, tu dois quand même passer le BPGEPS, tu dois quand même passer ce diplôme. Tu veux ouvrir un club, tu vas avoir des certifications de qualité, j'imagine, d'hygiène peut-être à respecter, des normes d'évacuation incendie, enfin bref, tu vas avoir tu vas avoir des normes à respecter et ça va faire un ticket d'entrée. Et du coup, tu es en train de me poser la question, on se posait la question, résultat instantané, tu as quand même des marchés où plus rapidement que d'autres, tu peux accéder, quoi. Typiquement, on va pas se le cacher, aujourd'hui, pour vendre des formations sur Internet, clairement, entre guillemets, tout le monde demain peut proposer une formation sur Internet, tu n'as pas besoin de diplôme, entre guillemets. Alors aujourd'hui, l'État te demande quand même d'avoir un numéro de déclaration d'organisme de formation, donc je l'ai, moi, par exemple, mais c'est une demande que tu fais et tu la reçois, tu n'as pas de diplôme, etc. à passer. Par contre, pour être dentiste, typiquement, tu vas devoir te taper 6 années de médecine, etc. C'est pas le même enjeu. Donc, tu as des barrières à l'entrée différentes quand même, hein, je pense. Ouais, donc tu as des barrières à l'entrée différentes. Les résultats instantanés. Disons que par contre, tu as des trucs plus accessibles rapidement que d'autres, je pense. Et moins coûteux aussi, parce que par exemple, je sais pas, je crois qu'aujourd'hui, pour faire notaire, tu dois racheter alors comment ça s'appelle? Tu dois racheter un cabinet notarial, mais je crois que c'est un nom, tu dois racheter, t'as pas une licence, mais voilà, tu dois... Donc il y a quand même des trucs qui te demandent soit de l'argent, soit un diplôme, soit l'obtention d'une certification pour pouvoir le faire. C'est marrant. Alors que tu as des trucs où tu peux te lancer et il n'y a besoin de rien. Je viens de penser là, mais tu sais que vu que je fais presque exclusivement du coaching en ligne, j'aurais pu me lancer sans diplôme par exemple. Donc là typiquement un mec, non mais c'est ça, un mec oui, tu vois ce que qui n'a pas la force, qui n'a pas le temps, ou qui n'a pas la ressource pour passer un diplôme, un BPGEPS ou un CQP. Bon, maintenant il y a les CQP, tu peux être coach avec 6 mois de diplôme. Mais bref, il peut se lancer en... Après, il faut avoir le culot, hein, mais il peut être coach en ligne. Alors c'est un sujet touchy, hein, parmi les coachs sportifs, effectivement, les histoires de diplôme, là, effectivement, du coup, tu as un petit vide juridique qui est sur le coaching en ligne, mais du coup, en disant ça, tu vas pas faire que des... Ouais, non, mais après, c'est la réalité. C'est la réalité. Après, c'est plus, je pense plus que par contre, s'il y a un problème un jour, c'est-à-dire que si tu blesses quelqu'un, et que la personne se retourne contre toi, je sais pas, par contre, tu vois, si t'as pas de soucis à te faire parce que t'es pas après diplômé, oui, ta conscience. Alors dans ces cas-là, c'est à la loi de faire son travail, enfin c'est au gouvernement de faire son travail, quoi. Ouais. Il faut trouver mais je crois que t'as un vide juridique. Alors, effectivement, t'as un vide juridique un peu aujourd'hui. Ouais, mais franchement, moi j'y ai pensé, parce qu'en réalité, ce que t'apporte le diplôme que j'ai passé, certes, ce sont les bases, mais je suis sûr qu'il y a d'autres formations qui sont non diplômantes, qui t'en apprennent autant. Ouais, mais je reviens sur ce que tu as dit au tout début du podcast où tu disais que par exemple, je vais faire un parallèle, pour investir dans une formation, toute la phase de recherche, d'enquête, etc., c'est déjà un préalable qui va te mettre dans une discipline, tu vois, et qui va te mettre dans le move du truc, quoi. Je trouve que déjà, dès le début, sachant qu'en plus, le BPGEPS, c'est pas médecine, quoi. Tu n'as pas trop de... C'est accessible, entre guillemets. Il y a des mecs qui sont 7 000 balles, ok. Mais si déjà pour cette barrière à l'entrée, tu passes à côté, je trouve que... Est-ce que ça te met, tu vois, je pose la question, hein, est-ce que ça te met dans une bonne dynamique derrière si déjà, sur le premier truc, le premier diplôme d'État qui est quand même pas... Enfin voilà, que comme tu dis, qui nécessite derrière de carrément approfondir, et puis je pense que tu as des formations qui t'apporteraient 10 fois plus de compétences. Est-ce que si déjà, dès le début, t'es pas dans les clous, est-ce que ça... tu vois, après, je dis ça comme ça parce que... Je pense pas que j'aurais jamais fait ça, hein, tu vois. Moi,
Et puis même aux yeux de la profession, du coup, est-ce que aussi, tu vois, du coup, Enfin, aujourd'hui, Non, par mais ça, exemple, je je sais m'en fous. plus, il y a une polémique sur un... Il y a une polémique à un moment sur... Si, je sais oui, plus oui, si c'est ça c'est Nassim vraiment. Saïdi ou je sais plus. Pareil, si, Nassim Saïdi, il avait proposé une Bah formation pour justement, devenir je coach pense que ça sportif, c'est je crois. un faux exemple parce que quand tu te lances, faut s'en battre les couilles des autres en fait. Parce que si tu commences à regarder, oui, que pense un tel de moi, de mon service, de machin, tu vois, même en tant que diplômé, regarde, moi en tant que diplômé, je peux très bien avoir des scrupules de ce que va penser un préparateur physique de mes contenus par exemple, ou d'un mec, d'un doctorant en sport, ou tu vois. Donc il y aura toujours un mec plus compétent, il y aura toujours un mec plus diplômé. Donc au final, je suis sûr que, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré dans mon parcours professionnel là, en tant que coach sportif, des gens qui n'étaient pas diplômés, mais qui étaient plus compétents et plus pédagogues que des coachs sportifs diplômés. Donc ça fout les boules en Ça, fait. on est d'accord. Ça, on est d'accord que le diplôme ne veut rien dire, quoi. Voilà, Ça, on donc est d'accord que Je suis d'accord avec ça. Et après, par contre, tu remets toujours, enfin, c'est toujours le truc qui est très français de regarder les diplômes avant tout. ouais. Mais je me dis, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que le diplôme, il y a des gens sans diplôme qui sont 10 fois plus compétents que des gens avec diplôme. Et moi-même, tu vois, j'ai pas des diplômes de fou, etc. Mais très clairement, quand je bosse dans le milieu de l'entreprise, etc., Tu je vois vois. qu'il y a des mecs qui ont fait des écoles de commerce 10 fois plus calées que les miennes ou même des écoles d'ingé, etc. Je veux dire, t'en as, ça va pas non plus chercher très loin. C'est des gens très scolaires. Du coup, dans la vie pro et dans le business, ils vont pas forcément être bons. Donc, effectivement, en business, je pense que ça veut rien dire le diplôme. Par contre, je me dis toujours, et ça revient un peu à ce que tu disais au début de l'épisode, quoi. C'est si dès les premières étapes, tu vois, t'essayes déjà de filouter un peu et de passer en diagonale, etc., est-ce que tu te mets dans le bon mindset du truc? Tu me dis, parce que tu me dis c'est 7000 euros un BPGEPS, mais dans ce cas-là, après, une fois que tu as passé ton BPGEPS, bah, si tu veux faire des formations business, pareil, il va falloir que tu payes. Si tu veux Ouais. investir dans ta communication, il va Oui, falloir que tu oui, payes. oui, c'est vrai. Donc, dans tous les cas, te mettre dans un mindset de je paye pour pouvoir entreprendre, Ouais, c'est un un bon état mindset d'esprit. aussi. Je sais pas. Bah, en tout cas, l'esprit là, c'est pas de dire si c'est bon ou pas bon, c'est juste de dire que c'est possible. C'est tout. Oui, je pense, oui, tu as un vide juridique. Après, même moi, tu vois, typiquement, je ne me verrais pas forcément accompagner un coach sportif à se développer s'il n'a pas le diplôme, parce que je D'accord. me dirais toujours en plus... Bah, en fait, je me dirais, est-ce que il va pas se servir de ces compétences-là pour faire du personal training, donc en présentiel, Ah, et du coup, en fait, je vais accompagner un mec à développer une activité qui, pour le coup, est illégale. ah d'accord, ouais. Je trouve quand même qu'en termes l'image est quand même importante. Je suis d'accord avec toi qu'il faut pas tout le temps à regarder ce que pensent les gens de toi, etc. Mais t'as quand même, je sais pas, je trouve montrer que t'es, je sais pas. T'as quand même un cadre. Tu montres que t'es. En plus, c'est un diplôme d'État, donc tu Oui. montres que quand même t'es un minimum carré sur les choses, etc. Que t'as pas payé ton diplôme parce que c'est l'État qui l'a. Je sais pas. Je trouve quand même que dès le début, essayer de passer à côté, c'est. Après, voilà, si t'as vraiment pas les ronds et puis t'en as qui sont tout de suite très très forts en YouTube, etc. Donc tout de suite ça va percer. Et je sais que par exemple Alpha Body, eux par exemple, euh, ils ont, je sais pas si eux sont coachs sportifs Ah non, ils sont diplômés pas eux-mêmes. coachs. Hein. Ah non, non, ils sont Voilà, pas et coachs. alors, voilà, est-ce qu'ils font appel à côté à des coachs diplômés? Je sais Non, plus. même pas. Bah, du coup, mon exemple, il va pas. Bon, bah, mon exemple, il va Ah pas. non, voilà, mais eux, ils sont plein dans le vide juridique. Ils se régalent. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je te dis ça. Mais bon, après, oui, Mm. tu peux ensuite avoir des problèmes par la suite si jamais il se passe un incident ou quoi. Moi, de toute façon, j'en parle là, mais je pense pas que je l'aurais fait. Tu vois. Il me fallait mon diplôme. C'est comme ça, je veux être dans les clous. Je veux pas qu'on ait à me reprocher quoi que ce soit dans mon parcours professionnel. Donc, mais regarde, par exemple, je sais pas moi, les formateurs immobiliers, ils ont pas de diplôme. Enfin, En fait, le problème, par contre, c'est que t'as que la pratique, t'as pas la théorie. Tu vois, dans ma formation, t'as une partie théorique, t'as ouais. une partie pratique. Ouais. Parce que je considère. En fait, au début, je le faisais pas. Au début, je faisais tout de suite des exercices pratiques et il y avait peu de jargon, tu vois, peu de vocabulaire, peu de machin, etc. Mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que bah, le concept, si tu as compris les concepts, après la mise en pratique est toujours plus facile, entre guillemets. Et je trouve que les diplômes t'apportent pas du tout de pratique quasiment. Parfois tu as des stages, des alternances, des machins comme ça. Mais les diplômes te forcent quand même à te poser sur un banc ou sur une chaise Oui. et à assimiler du contenu théorique. Et après, quand tu vas te lancer, tu auras tout le temps de pratiquer, quoi. Que tu prennes que tu sois salarié ou entrepreneur, tu vas dans tous les cas devoir pratiquer et te faire tes armes sur le terrain. Mais est-ce que tu auras d'autres occasions que dans ces diplômes-là d'apprendre de la théorie, quoi? Ah Je sais bah pas. oui, Je toujours. pense que Rien que les contenus que je consomme là sur les réseaux, les bouquins que j'ai achetés après ma formation. oui,
Bien sûr. Oui, mais parce que tu fais la démarche. Mais Oui. moi, je pense au Mongol moyen Ah oui, non. qui, Ouais, le Mongol qui, moyen, tu vois, ouais, non. pour lui, il y a que la pratique qui compte et tu vois, la théorie, ça sert à rien. Bah, au moins, quand tu as un diplôme réglementé, ça le force, tu vois, à ce qui se pose sur un banc, qui consomme Ouais. du contenu théorique, etc. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que les mecs qui se sont formés que sur le terrain, je pense qu'il leur manque, au bout d'un moment, il y a une limite quand même avec, s'ils vont pas chercher, comme tu dis, la théorie dans les livres, etc. À un moment, il manque ce petit truc, quoi, quand même. Mm. Je pense que toi, par exemple, ça reviendrait à un coach sportif qui fait des très bonnes programmations d'entraînement, mais il n'a pas compris les grands principes, etc. Donc, quand il va avoir des clients qui ont des pathologies spéciales, etc., machin, s'il n'a pas toute une base théorique derrière, est-ce que tu vois, il va pas faire de la merde? Mais non, mais déjà, les coachs sportifs là qui s'occupent pas de leurs gars quand ils sont blessés ou des trucs comme ça, je suis sûr qu'il y en a, je suis sûr qu'il y en a, alors que le protocole il est simple, hein, c'est consultation chez un médecin généraliste qui t'envoie vers un thérapeute manuel compétent, qui te soigne, qui te rééduque, qui machin. Je suis sûr qu'il y a des coachs là qui. Parce que c'est compliqué, hein, mais maintenant moi le schéma je le connais parce que je l'ai fait sur moi et je l'ai fait sur plein d'élèves. Donc je connais en fait. Et c'est vrai qu'en France, faut en profiter quoi. Putain. Là, digression totale, hein. Je pars Non, sur, bah, sur un problème, parfait. je pars sur un problème spécifique. Voilà, un élève qui va présenter une pathologie, donc qui va s'être blessé sur un mouvement en particulier. Bon bah parce que biomécaniquement il n'est pas fait pour le mouvement que tu lui as fait faire, ou alors juste quand tu l'as chopé, il avait déjà mal, donc il fallait. J'ai chopé, je crois, 3-4 mecs comme ça, qui étaient pétés à l'épaule, pétés au coude. Et en vrai, je suis allé les faire réparer. Et en même temps, je les ai fait progresser pendant leur réparation. Et ça, c'est vraiment... je suis très fier de ça. Parce que et c'est pas moi qui les ai réparés. Je les ai fait réparer. Par contre, c'est moi qui leur ai fait prendre conscience que s'ils se réparaient pas tout de suite maintenant et qu'ils prenaient pas en charge au sérieux leurs blessures, ça allait traîner toute leur vie. Et donc là, ces élèves-là que j'ai réparés continuent. Parce que le cœur de la réhabilitation, le cœur de la réathlétisation, c'est tenir sur le long terme ces exercices de réhabilitation. Et donc les faire à l'échauffement. Typiquement, tu vas présenter une pathologie au genou. Bon, je sais pas, moi, t'as une tendinite au tendon rotulien. Ta tendinite au tendon rotulien, le kiné du sport va te prendre en charge. Et il va te faire des exercices. Ces exercices-là sont spécifiques. Typiquement, il va te faire de la chaise contre un mur. Il va te mettre en isométrie ton genou pour redynamiser la zone, renvoyer du sang un petit peu dans les tendons, les globules blancs, etc. Et du coup, ça, tu vas devoir le faire toute ta vie, à chaque échauffement. C'est ça que les gens comprennent pas en fait au début. Mais ça, encore une fois, et bon là, pour le coup, avoir été dans une bonne école avec des super formateurs, c'est ça qui me l'a appris. Donc j'ai bien fait de passer mon BPJET finalement. Et en fait, un mec nous avait... On retombe là-dessus. Voilà, un des formateurs qui était un des anciens élèves de Christian Thébaudet, qui est un ponte dans la préparation physique, en tout cas body, etc. Il nous avait dit ça. Il nous avait dit, les gars, le gros problème des pratiquants, c'est que lorsqu'ils se réparent, ils vont faire leur réhabilitation tout comme il faut. Par contre, ensuite, ils continuent pas à faire les exercices. Alors qu'une fois que la fragilité est là dans ton corps, elle est là pour toute la vie. C'est ça le truc. Elle est là pour toute la vie. Donc moi je le sais, je l'ai entendu, ensuite je l'ai vécu, et ensuite je l'ai fait vivre. Donc là c'est une certitude absolue que je suis en train de dire. Top, non, c'est intéressant, ouais. Et du coup, typiquement, si aujourd'hui un mec a une pathologie mais qui veut quand même rejoindre ton programme pour effectivement avancer, etc., ce sera pris en compte dans ton programme, dans ton accompagnement que tu vas lui faire, la programmation que tu vas lui faire, tu vas prendre ça en compte, quoi. On rentre pas juste dans un programme où tu as le même truc que tout le monde, etc. Là, pour le coup, ouais, auto-promo, mais là, complètement. La dernière fois, j'ai pris les rendez-vous, en fait. J'ai contacté un généraliste de la région de mon élève, à distance, hein. J'ai pris les rendez-vous pour un thérapeute manuel compétent. C'est moi qui ai cherché qui était compétent dans sa région. Je suis allé regarder, j'ai fait le travail des avis, etc. Je lui ai servi tout sur un plateau. Et le mec s'est réglé comme ça. Mais c'est marrant parce qu'il y a une grosse évolution là-dessus du marché du coaching en ligne, que ce soit dans le sport, dans toutes les disciplines, toute la digitalisation en fait. Il y a eu toute une vague alors moi quand je me suis lancé du coup, il y avait toute une vague où on te disait oui, ce qui est top c'est que tu vas pouvoir lancer un produit passif, donc tu vas lancer ton truc en ligne et ça va se gérer tout seul, etc. etc. Donc effectivement c'est cool, ça a motivé des gens à se lancer, etc. Mais c'est vrai que
si tu proposes une offre en ligne qui est ultra standard et tu donnes ça à tout le monde, ça existe et c'est tant mieux que ça existe parce que du coup c'est moins cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas acheter, je sais pas, un programme de X ou Y de coaching sportif en ligne un peu très connu, des influenceurs très connus. Tu vas avoir le même programme que les autres, un programme vidéo, c'est généralement qui est tourné en vidéo, alors dans un cadre sympa, etc., mais qui va être un programme très, très standard. Tant mieux parce que je pense que c'est des gens qui sont très forts en communication et ça va mettre un premier pas dans le sport à pas mal de personnes. Mais par contre, il ne faut pas s'arrêter là et c'est important du coup ce que dit Kevin, là je fais petite effectivement promo de ce que tu proposes, c'est que du coup, une fois que tu as pris un programme, et je sais qu'il y a pas mal de gens, de clients de coachs sportifs qui passent par là, c'est-à-dire ils vont prendre un programme d'un influenceur ou quelque chose comme ça et un programme qui est diffusé à tout le monde, c'est le même. Une fois que tu as fait ça, que tu as réussi à le tenir quelques semaines, que tu as eu quelques résultats, etc., c'est important derrière d'aller chercher quelque chose de plus personnalisé, de plus individualisé, qui va t'emmener plus loin. Et du coup, d'aller prendre des programmes comme le tien, où effectivement, là pour le coup, ça va être adapté à ton objectif, adapté à ta personnalité, ta génétique, ta morphologie, tes pathologies, etc. Et je fais le parallèle aussi du coup avec ce que je propose, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui lancent une boîte et qui achètent des formations où tu as accès à un e-learning et tu es laissé comme ça sur des concepts. Exactement, oui, c'est vrai qu'avant de travailler... Donc je peux très bien en parler aussi, hein. J'allais te renvoyer la balle aussi, hein. C'est ce que j'ai fait, j'ai acheté un programme tout fait, donc pas trop cher. Tu avais acheté un accompagnement pour lancer ton activité de coaching sportif en ligne, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc je l'ai suivi. Et ensuite, bien sûr, tu m'as aidé. Et en fait, la vraie valeur, c'était la tienne. Enfin, c'était celle de ton offre. C'est grâce à ce que tu m'as fait faire. C'est grâce à ta théorie et la pratique que j'ai réussi à vivre de mon activité. Parce que au final, c'est toujours le problème de ces PDF. Tu vois, c'est des PDF. En fait, il y avait presque la même théorie que la tienne. Seulement, là, j'avais un humain. Bon, là, c'était toi, donc on est proche, donc voilà. Qui me disait, vas-y. Qui me tenait par la main et qui me disait, là, vas-y. Passe à l'action. C'est bon, t'arrêtes là. Tu sais ce que tu dois faire. Fais-le. Alors que sur un PDF, tu vois le truc. Voilà, quoi. T'es pas sûr. En plus, c'est pas adapté parce que je rebondissais là-dessus sur le fait que tu parlais que tu t'adaptais aux pathologies des gens. De la même façon, quand tu prends une formation marketing, une formation vente qui est lambda et qui est, on va dire, standard, qui est adaptée à tout le monde, ça va pas être adapté à toi les blocages que tu peux avoir. Alors que moi, quand je bosse en visio avec des coachs sportifs, du coup, on est sur quelque chose d'individualisé. Donc, selon la difficulté et les facilités de chacun, je vais adapter le rythme, adapter le vocabulaire, etc., etc. Et ça a fonctionné avec toi, ça fonctionne avec d'autres et vice versa. Du coup, oui, non, mais par contre, je pense que ces programmes sont importants. C'est-à-dire que ces formations ou programmes qui sont quand même généralement ça va partir vers les 200, 300 euros et ça va aller jusqu'à 900, 1000 euros ou peut-être un peu plus. C'est des trucs standards, mais qui t'aident à passer le premier pas. C'est-à-dire que, est-ce que tu as envie tout de suite aussi d'avoir quelqu'un qui te coach individuellement? Tu te dis peut-être, je suis pas prêt, j'ai envie d'avoir essayé. Tu as peut-être envie aussi d'essayer tout seul avant. Donc je sais pas. Mais je sais que, en tout cas, c'est pas une fin en soi et qu'aujourd'hui, le milieu de la formation en ligne a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il y a plein de grands acteurs qui proposaient des trucs 100% e-learning. Ils en reviennent complètement. Ils proposent des sessions de coaching collectives, individualisées. Il y a un vrai suivi. Et puis pour faire une aparté sur le milieu de la formation, je trouve que là-dessus, le CPF et Calliope ont apporté ces choses-là. Donc pour ceux qui ne sont pas du milieu, c'est des certifications pour les formateurs qui permettent aux formateurs de pouvoir rendre leur formation finançable. Donc moi, par exemple, pendant 2 ans, mes formations étaient finançables avec le compte CPF, donc mon compte formation. Elles étaient finançables via Pôle emploi. Ça y est, j'ai ma caméra qui a lâché, je crois. On sait pourquoi. C'est pas grave, encore plus de difficultés au montage à chaque fois. Je vais me régaler au montage. C'est ça. Donc voilà, du coup je suis parti loin, mais je voulais juste te dire que ces certifications-là ont apporté ça quand même, c'est qu'elles ont forcé les formateurs à proposer des trucs plus individualisés et plus personnalisés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je pense qu'on peut passer au mot de la fin. Tu vas avoir entraînement de boxe. Je vais avoir entraînement de boxe, exactement, et puis la caméra elle a lâché, donc c'est pas grave. Heureusement le téléphone il prend le relais. Ah, mais c'est... Donc tu contrefiles. C'est tout bon. Parfait. Donc, vas-y, ouais, je t'en prie. Ok, donc juste là, je viens de voir le combat de Fury contre Wilder, le 3e.
voilà, c'est mon contenu de la semaine. Donc je l'ai trouvé super sympa, ces deux monstres. Et je suis ravi parce que moi aussi, là, je vais aller m'entraîner. Donc ok, bah moi, écoute, mon contenu, du coup, je vais rester sur le contenu dont j'ai commencé à parler. Là, c'était le contenu, du coup, de Thibaut InShape. Du coup, moi, j'avais jamais regardé trop d'interviews de lui. La seule interview de lui que j'ai regardée, c'est la vidéo qu'il a faite, tu sais, où il explique qu'il s'est mis à la boxe. Ouais. Tu l'avais vu aussi, je crois. Donc sinon, j'ai jamais trop suivi le parcours de ce gars parce que du coup, c'est pareil, c'est une personnalité qui me correspond pas forcément et qui m'a jamais trop attiré. Mais par contre, là, du coup, l'émission, donc c'est une émission, tu découvriras, je t'enverrai, c'est Zen, c'est des conneries, hein. C'est une émission d'1h30, je crois à peu près, qui est en live sur Twitch et du coup, bon, c'est beaucoup de l'autodérision, beaucoup d'humour, mais ce qui est intéressant, c'est du coup, tu vois Thibaut InShape qui est confronté en plus du coup à une nouvelle génération, et du coup, bon, il a des questions, tu vois, ils vont le chercher un petit peu sur 2-3 questions, et ça m'a permis du coup de le connaître un peu mieux, et moi, ce que je retiens vraiment, c'est à chaque fois, tu vois des mecs comme ça, tu dis 11 millions d'abonnés, waouh, pareil, Squeezie, tu te dis, waouh, les mecs, c'est des kings, etc. Comment ils ont fait, mais en fait, la réponse, elle est toute répondue. C'est le mec qui a fait 3 vidéos YouTube par semaine, quoi. Donc tu te dis, en fait, à un moment, les algorithmes, ça fonctionne comme ça aujourd'hui, il faut créer du contenu. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on peut se dire, waouh, ça fait peur, il faut créer énormément de contenu, c'est flippant. En fait, lui, aujourd'hui, il prend énormément de plaisir à faire ça. Par contre, on revient sur un sujet qu'on a évoqué dans les épisodes précédents. Il parle beaucoup de discipline, quoi. Il y a un moment, discipline. Ouais. Pour faire 3 vidéos par semaine, il faut une discipline de taré. Tu connais déjà, pour faire un short par semaine, un short par jour, déjà, c'est une discipline de fou. Mais alors, 3 vidéos YouTube par semaine... Il faut juste préciser quand même que oui, c'est une sacrée discipline, oui, c'est un sacré travail surtout au début, mais en fait, plus ça va, plus tu maîtrises tes outils, et donc moins ça prend de temps. Donc au début, tu vas prendre 3 heures pour faire une vidéo d'1 heure, pour faire une vidéo, un short, un réel, et plus ça va aller, moins tu mettras de temps, et à la fin, voilà, tu feras tes petits réels en 30 minutes. Et tu garderas la même qualité. Et puis ouais, c'est ça. Et puis encore une fois, ça va, on parle de faire des vidéos, on n'est pas en train de parler d'aller à la guerre ou d'aller sur un chantier à 0 degré, construire des trucs. Donc ça reste quand même des métiers cool. Et dans tous les cas, peu importe ton business, tu es obligé de créer du contenu aujourd'hui. De toute façon, que tu montes un resto, que tu montes n'importe quoi aujourd'hui, il faut créer du contenu parce que les médias traditionnels créent du contenu pour nous et tu avais juste à acheter des publicités dans les médias traditionnels. Aujourd'hui, les médias traditionnels, ils font plus aucune vue, plus rien du tout. Donc aujourd'hui, même si tu montes un resto, faire un spot radio ou mettre un affichage ou mettre une pub télé, aujourd'hui, ça fait pas le taf. Donc les réseaux sociaux, c'est devenu indépassable. Donc peu importe le business, il faut passer par là, quoi. Super, je pense qu'on va pouvoir... c'était le mot de la fin. Mot de la fin, très bien. Eh ben écoute, bon entraînement à toi, et puis moi je vais y aller aussi. Toi aussi, salut François. Ciao, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.